dans quel état d'esprit vous êtes senti quand vous avez constaté une fois qu'il était infecté d'Ebola? Est-ce que vous avez dit, oh, je suis mort, je suis foutu, ma vie est terminée? Qu'est-ce que vous avez, comment vous vous êtes senti? Merci beaucoup, Liliane. Je peux tout d'abord vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau, à côté de mes maîtres et de mes collègues, à côté également d'un aîné et maître Dr Mamoudou Ndiaye qui vient d'arriver. Je pense que c'est un plaisir pour moi d'être sur cette table et parler de cette maladie. Et comme vous l'avez dit, comme le disait un de nos maîtres sur Ebola, il dit que si on n'a pas peur d'Ebola, il ne faut pas faire de l'Ebola. En fait, ce qui veut dire que il faut au moins avoir une petite peur pour pouvoir prendre en charge un cas d'Ebola. Sinon, si on n'a pas peur, on risque de commettre des erreurs. Et c'est en commettant ces erreurs qu'on risque de s'infecter. Donc vous avez un peu paniqué quand même. Je vais venir par rapport à cela parce que vous savez que depuis que l'épidémie a été déclarée en Guinée, c'était au mois de mars. Et depuis nous tenons de réunions. Il faut noter que c'est depuis le mois de mars que nous avons commencé à faire des réunions au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, donc du CNGE, c'est ce qu'on appelle le Comité national de gestion des épidémies. Donc à ce niveau, donc, il fallait préparer la riposte à un éventuel cas d'Ebola. Il n'y avait même pas encore d'Ebola. Il faut noter que depuis cette période, c'était au mois de mars jusqu'au mois d'août, et Dr Mamoudou Ndiaye peut témoigner, nous étions quand même stressés parce qu'il y avait beaucoup de fausses alertes. On nous appelait même la nuit. On n'a même passé des nuits blanches pour des cas suspects, alors que heureusement qu'il n'en était pas. C'était juste des fausses alertes. Donc c'est pour vous dire que quand même il faut accepter, il faut qu'on accepte qu'on était stressé au début. Mais au fur et à mesure. Donc vous étiez paniqué, c'est sûr? Non, moi personnellement, et ça je vais le dire et je vais insister, le service des maladies infectieuses, l'équipe soignante dirigée par notre chef de service, le professeur Moussa Seydi, ce que j'ai senti quand le cas d'Ebola a été confirmé, c'est une équipe qui était motivée. Les gens étaient motivés, les gens étaient engagés. Tout le monde était prêt à prendre en charge ce cas d'Ebola. Encore juste vous rappeler que ce n'est pas moi qui ai pris en charge ce cas, donc c'était une équipe. Moi, je suis le point focal. Oui, du service infectieux oui, mais c'était qui est dirigé par. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait une peur, on était un peu stressé, mais quand le cas est venu, tout le monde était motivé pour prendre en charge ce cas. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qui a valu que le cas a été très bien en charge. Avant de revenir à vous, docteur Daïka, permettez-moi de rappeler et de souligner que le docteur El Hadj Mamadou Diaye, directeur de la prévention au ministère sénégalais de la Santé, nous a rejoint dans cette salle de l'université Cheikh Anta Diop pour participer donc à ce débat sur ce que nous savons de l'épidémie Ebola. Alors, une fois le personnel médical au courant que ce jeune Guinéen était infecté d'Ebola, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que l'un des défis de cette maladie aujourd'hui, c'est de pouvoir réussir à mettre à l'abri le personnel médical à qui nous devons quand même rendre hommage, parce que c'est un gros risque qu'ils prennent, ces médecins, ces infirmiers qui chaque jour travaillent pour prendre en charge ces malades d'Ebola. Donc, une fois que vous avez su que ce jeune homme était porteur du virus Ebola, comment vous avez fait pour vous protéger et pour ne pas être infecté? Bon, merci beaucoup. Vous savez que la prise en charge de Ebola, ce n'est pas la même chose que la prise en charge des autres pathologies. Si l'on sait que vous-même vous l'avez rappelé, donc le personnel médical est le plus exposé du fait de la contagiosité de la pathologie. On sait que c'est le personnel qui paie également un lourd tribut. Alors nous n'avons pas attendu d'avoir ce cas-là pour se protéger. Pour parler de protection, il faut d'abord être formé. Effectivement, quand il y a eu l'épidémie dans la sous-région, notamment en Guinée, donc le personnel au niveau de l'ensemble du territoire a été formé par rapport à Ebola. Et surtout nous, dans nos services de maladie, où on avait identifié un centre d'isolement, et qui dit Ebola également dit un centre de traitement. Ça veut dire qu'on ne va pas traiter un cas d'Ebola dans les autres structures. Donc il faut vraiment les mettre en quarantaine pour pouvoir les prendre en charge. Et ça permet de limiter l'infection chez le personnel médical. Donc il faut être formé. Mais également, il faut disposer de moyens de protection. Et heureusement, depuis le début de l'épidémie, donc le ministère de la Santé et de l'Action sociale, effectivement, avec ses différents partenaires, notamment l'OMS, l'USAID, la Croix-Rouge, la JICA et autres, donc ils ont mis à notre disposition des équipements de protection individuelle. Donc ce sont des équipements qui nous permettent de prendre en charge correctement un malade, parce qu'effectivement, il faut le prendre en charge, mais également, il faut se protéger. D'accord, et prendre en charge avec un peu plus de sérénité. Je voudrais me tourner vers vous, docteur El Hadj Mamadou Diaye. Vous êtes, je le disais, le directeur de la prévention et de la santé au ministère sénégalais de la Santé.
Je suppose que ça a été un gros soulagement lorsque l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré a déclaré la fin de l'épidémie au Sénégal et que finalement ce Guinéen était le seul cas qui s'était signalé. C'est une bonne nouvelle, un très bel exemple quand même. Oui, merci beaucoup en tout cas de l'invitation aussi. Je salue tout le monde et m'excuserai de quelques minutes de retard par rapport à cette émission, mais également saluer mes collègues et amis qui sont là au niveau du plateau. C'est effectivement un soulagement, mais nous accueillons toujours ce soulagement avec également modestie, parce que la menace étant toujours à nos côtés. Peut-être avec le cas qui s'est signalé aussi au Mali. Au Mali déjà, mais le cas c'est quand même une victoire, parce que encore une fois, avoir un cas de virus Ebola, l'avoir pendant au moins 21 jours sans qu'il y ait une contamination, ajouter 21 jours de plus pour sécuriser et pour déclarer la fin de l'épidémie, c'est quand même un grand soulagement qui a été noté, et également un sentiment de satisfaction par rapport aux équipes et aux collègues qui ont pris en charge ce cas, mais par rapport également à l'ensemble des structures du ministère de la Santé qui ont participé plus ou moins d'une manière ou d'une autre à la préparation de la lutte contre la maladie. Encore une fois, le Sénégal ne s'était pas préparé à ne pas avoir un cas, parce que ce qui est très difficile. On s'est préparé à assurer une prise en charge correcte pour éviter la propagation de l'épidémie. Il y a une nuance entre les deux notions, surtout ça. Alors, je voudrais avoir un peu votre opinion, professeur Landry Faye, sur l'un des défis aussi aujourd'hui qui est majeur, c'est la lutte contre cette épidémie. C'est vrai qu'il y a plusieurs aspects qui sont concernés. Mais on a observé, par exemple, dans l'un des pays touchés, l'un des 3 pays ouest-africains les plus touchés, la Guinée, et qui a eu des comportements, je dirais peut-être réfractaires de la part de certaines communautés qui n'étaient pas très disposées à recevoir les équipes de sensibilisation. Il y a eu des morts. On a constaté aussi des réticences dans certains pays comme le Libéria. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quelle contribution pouvez-vous faire aujourd'hui? Quel est le rôle d'un anthropologue dans la lutte contre Ebola, de manière concrète? Parce que je crois que toute la salle ici veut comprendre. Quelle peut être la contribution d'un anthropologue, des anthropologues dans la lutte contre Ebola? Merci Liliane. Je voulais d'abord remercier les organisateurs de cette manifestation, remercier aussi les collègues et me réjouir de cette opportunité de partager avec ce plateau. Pour répondre à la question est facile, parce que pour parler de manière concrète, j'ai été moi-même dans l'équipe de la riposte Ebola en Guinée pendant 3 mois. Donc j'espère que vous n'allez pas faire d'étaler tous vos voisins de table, parce que ils le savent. Hein? C'est un peu l'idée que les gens aujourd'hui, dès qu'on dit vous avez Ebola, chacun regarde son voisin, les gens commencent à se déplacer, à s'éloigner. Ils le savent, hein? Dr Dayaka, Dr Mamadou Ndiaye, on a beaucoup échangé. Mais je pense que pour répondre à la question, effectivement, Ebola n'est pas une première en Afrique, parce que Ebola a existé depuis longtemps. Certains disent 76 officiellement. Une étude récente vient de démontrer que il y a l'ancêtre du virus Ebola qui existait depuis des années avant. La particularité en Afrique de l'Ouest, puisque c'est une première en Afrique de l'Ouest, c'est justement ces comportements de déni, de réticence, qui ont aussi évolué, puisqu'on parle de mars 2014, mais en réalité, l'épidémie date de décembre 2013 en Guinée. À Macenta. Et c'est important de le souligner, parce que ça va expliquer pourquoi on a eu des comportements de réticence. Les réticences, elles s'opèrent de manière concrète. C'est quoi? On a caillassé les véhicules des humanitaires, on a tué des personnes, je pense que tout le monde est au courant. Et de ce point de vue, c'est l'expression d'un ensemble de difficultés qui se sont posées tout au long de la gestion de la riposte. D'abord, un déni de la maladie. Je pense qu'il est clair qu'en Guinée, la population a nié la maladie. Et ce déni, qu'est-ce qui explique justement ce déni? Oui, il y a des spécificités contextuelles, sociopolitiques et ethniques dans ces pays
qu'on appelle l'espace Makona, donc dans ces pays de la Mano River, qui sont ces 3 pays avec la Côte d'Ivoire, qui ont une histoire avec une crise profonde et des dissensions ethnico-politiques qu'il ne faut pas nier. Et il y a eu une sorte de politisation de l'épidémie en Guinée, les opposants politiques ayant profité de la situation, le parti au pouvoir ayant dans un premier temps aussi nié la maladie pour des questions de gestion politique. Et par rapport au Sénégal, on voit peut-être que la riposte, elle s'est organisée beaucoup plus rapidement parce qu'on n'a pas nié la maladie. Donc ces comportements peuvent être situés d'abord à ce niveau, donc du point de vue de la gestion politique ou du déni de la maladie. Mais il y a aussi sur le terrain, les comportements renvoient en fait à des communautés qui n'ont pas été suffisamment bien préparées à l'épidémie. C'est d'ailleurs surprenant puisqu'on sait que depuis 1976, on parle de Ebola à RDC. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 1976 pour préparer les communautés? Parce que pendant un certain temps, on s'est toujours dit, c'est chez eux, ça n'arrivera jamais chez nous. On n'a pas suffisamment capitalisé et partagé les expériences en RDC, Ouganda, Gabon, et j'en passe, pour vous montrer qu'il y a énormément de pays africains qui ont connu l'épidémie. Donc, on est en droit de se poser la question de savoir pourquoi les communautés, je termine, les communautés n'ont pas été suffisamment préparées. Les comportements violents renvoient aussi à la rencontre difficile entre les approches communautaires qui sont peu humanisantes et qui viennent s'entrechoquer avec les réalités sociales. Prenez un exemple concret, vous qui avez... Par exemple, la gestion des rites funéraires. Quand quelqu'un décède, nous sommes musulmans, nous sommes catholiques, nous avons besoin d'enterrer nos morts, comme disait l'anthropologue Van Gennep, parce que c'est un rite de passage. La mort nous permet de passer d'un monde à un autre. C'est comme un rite d'accompagnement du défunt ou de la défunte. Et de ce point de vue, la communauté a besoin, comme on dit en Wolof, wacho akneu. Ça veut dire la communauté a besoin de faire tout ce qu'elle doit faire pour être en phase avec le mort et avoir la tranquillité. Donc, quand l'équipe médicale arrive, et il y a une sorte de non-respect de ces rites, elles ne prennent pas en compte, ces équipes ne prennent pas en compte ces aspects liés aux coutumes et aux traditions des personnes. Oui, il faut juste préciser qu'il y a une rencontre de 2 logiques. La logique épidémiologique qui gère un risque médical et la logique sociale et culturelle qui gère un risque social. Et c'est là où on ne peut pas critiquer les médecins pour dire qu'ils ont cherché à gérer le risque médical en se précipitant, en faisant tout pour qu'on ne touche pas le corps, etc. De ce point de vue, ils ont raison. Mais de l'autre côté, les communautés aussi ont raison. Et c'est cette rencontre. Et le problème, c'est qu'on a toujours considéré que cette rencontre, elle n'était pas possible. Mais justement, pour répondre à votre question, le rôle de l'anthropologue dans ce cas de figure, c'était d'accompagner, d'aider d'abord à comprendre qu'est-ce qui fait que les communautés peuvent avoir des comportements, d'aider les anticiper sur leurs réactions. Et d'aider les équipes médicales à mieux entrer dans les communautés, parce que quoi qu'il en soit, pour gérer Ebola, il faut rompre la chaîne de transmission. Et de ce point de vue, le rôle de l'anthropologue, finalement, on aurait dit qu'il serait même un épidémiologiste social d'accompagnement. Ou bien, je n'irais pas jusqu'à dire un éclaireur, peut-être. Oui, ou bien... il a été considéré par les médecins comme un éclaireur. Mais son rôle va au-delà, parce que du point de vue de son approche critique, l'anthropologue qui est le spécialiste des humanités, son rôle c'est aussi de soulever les questions qu'on appelle les questions enterrées par la nécessité de la gestion de l'urgence. Ça veut dire qu'il y a des questions auxquelles les médecins ne vont pas tout de suite penser, mais ces questions, elles vont, du fait du travail de l'anthropologue, être qui connaît le terrain, qui connaît les coutumes et les parce habitudes. Que ça facilite la gestion de la riposte. D'accord. Merci, docteur. En tout cas, votre intervention, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas... Voilà, il faut que je dise les choses comme il faut. Votre intervention, puisque vous avez, je ne dirais pas titillé les humanitaires tout à l'heure, vous avez quand même mentionné que souvent les humanitaires arrivent sur le terrain et ne tiennent pas compte des traditions locales, ont la logique, on va dire, scientifique. Et
Et ça me permet d'interpeller le représentant de Oxfam. Alors, Isaac, est-ce que c'est un aspect que vous prenez en compte lorsque vous envoyez les gens sur le terrain? C'est vrai que vous n'êtes peut-être pas MSF qui est au contact direct avec les malades et qui est forcément et directement concerné par son interpellation, mais en tant qu'humanitaire, est-ce que vous comprenez la nécessité d'associer les communautés, de prendre en compte leurs coutumes et habitudes dans la lutte contre Ebola? Merci Liliane, bonsoir à tous. Humanitaire, c'est pas une race à part. Hein. Humanitaire, c'est aussi peut-être le professeur Faye qui pourrait être un humanitaire de par sa profession. Il faut juste mentionner que les humanitaires sont des personnes qui ont des disciplines, qui ont des compétences et qui les mettent au service un peu des personnes qui sont affectées. Je crois que il faut souligner la dimension vraiment humanitaire de cette crise, parce que depuis qu'elle a commencé, je crois que le professeur a souligné tout à l'heure, en réalité le patient zéro effectivement a été en décembre en Guinée, et puis l'épidémie a été, on va dire, peut-être déclarée en Guinée-Conakry le mois de février, et depuis le mois de décembre jusqu'au mois de février, il y a eu une évolution de cette épidémie. Ensuite, depuis ce moment-là, il y a eu pratiquement chaque mois un doublement de cas. C'est depuis à peu près, sous votre contrôle, à peu près le mois d'août, on a tous les mois les cas qui doublent. Donc c'est une progression exponentielle. Et à ce titre, aujourd'hui, je crois que tout le monde sait ici, on est au moins à 10 000 cas et la moitié qui décèdent. 13 000 selon les derniers chiffres voilà, de l'OMS. 13 000 et près de 5 000 morts. 5 000 morts aujourd'hui. Et je crois que c'est un peu ça aussi, cette crise-là, cette crise Ebola, qui est une crise qui frappe à la fois les populations dans leur santé, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont atteints d'Ebola et qui sont frappés dans leur santé, et on a aussi l'autre aspect qui passe peut-être en dessous, qu'on ne voit pas très bien pour le moment, mais qui est de plus en plus révélé, c'est l'impact sur la situation socio-économique des pays qui ont été affectés, et même peut-être des pays qui ne sont pas encore affectés. Des pays un peu post-conflit comme le Libéria et la Sierra Leone. Mais voilà, mais on parle du Libéria, je crois que la Banque mondiale a sorti des chiffres il n'y a pas longtemps, où on avait entre 2 et 3% de pertes de PIB pour ces pays-là, en 2014 et en 2015, alors que c'était des pays qui étaient véritablement des pays qui étaient très promoteurs. Qui se remettaient tout doucement quand même sur le chemin de la croissance. Mais qui étaient les plus prometteurs d'ailleurs. La zone d'Afrique de l'Ouest avait une des croissances les plus enviées. On va peut-être parler tout à l'heure de l'impact économique de cette épidémie, mais je voudrais qu'on insiste surtout sur le travail des humanitaires. Vous êtes je dirais pas aux premières loges dans cette bataille, vous essayez de mobiliser les fonds, c'est vous qui alertez les organisations, les pays riches pour qu'ils contribuent, c'est vous qui dites que voilà, il n'y a pas assez de personnels médicaux, il n'y a pas assez d'argent pour lutter contre cette épidémie. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous-même vous faites de l'écho des messages que vous avez lancés? Parce qu'il y a eu beaucoup d'appels à l'aide et à la mobilisation du personnel médical. Merci Lilian, j'aimerais simplement souligner qu'il ne faudrait peut-être pas cloisonner humanitaire et puis gouvernement. Encore une fois, dans un pays comme le Sénégal, nous travaillons dans le cadre de ce qui a été défini par le gouvernement. C'est-à-dire que les messages que nous lançons à l'extérieur, toujours en appui, et c'est ça le principe même d'ailleurs de l'action humanitaire, c'est de venir en appui au gouvernement, soit parce que les capacités sont dépassées, soit parce qu'il n'y en a pas. Mais on vient en appui de ce qui est en train d'être fait. Les appels lancés, il y en a eu plusieurs évidemment, et aujourd'hui on se rend compte que oui, il faut reconnaître que d'abord l'urgence a été sous-estimée, elle a été largement sous-estimée. Deux, il y a eu un retard à l'allumage. Juste une précision, par les gouvernements concernés eux-mêmes ou par l'ensemble de la communauté internationale? C'est tout le monde, parce que ça je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner, l'inexpérience du monde pour gérer cette crise-là. Il y avait, que ce soit les gouvernements, les ONG ou encore les Nations Unies, je crois qu'il y avait une vraie inexpérience dans la gestion de cette crise-là qui a fait qu'il y a eu un retard à l'allumage aussi. Mais
bien évidemment, le fait que ça a été sous-estimé et que ça a été pris en compte uniquement lorsque ça au niveau déjà au niveau sous-régional déjà. Ensuite, maintenant, lorsque ça a commencé à attaquer les pays qui étaient en principe pas concernés, on a vu le cas de l'Espagne, mais on a vu aussi les cas des États-Unis. Je crois que après ça, les appels ont été lancés, mais on reste encore en deçà, largement en deçà de la couverture des besoins. Quels sont les besoins aujourd'hui, M. Massaga? Les Nations Unies ont dit qu'il fallait $1 milliard pour couvrir les besoins, mais nous, sur le terrain, on voit très clairement les besoins qui sont... Déjà, vous savez que vous prenez des pays comme, je prends un exemple, la Guinée-Bissau, pour peut-être pas aller toujours au Libéria, mais la Guinée-Bissau, c'est un pays qui est structurellement très faible en matière de système sanitaire, le système de santé. Et aujourd'hui, vous avez besoin déjà de personnel, aujourd'hui, pour pouvoir éventuellement, si demain matin, il y avait un cas qui arrivait en Guinée-Bissau, prendre en charge, vous avez besoin d'équipements pour des équipements de protection, etc. Mais vous avez besoin aussi, et ça, c'est un peu le domaine de compétences de Oxfam, c'est aussi les questions d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Alors, on ne le dit pas assez, pour faire marcher un centre de traitement, et je parle sous le contrôle du médecin, un centre de traitement sur le terrain, vous avez besoin, par exemple, par patient, vous avez besoin de 2 litres d'eau par jour. Voilà, 200 litres, pardon, pas 200 litres d'eau par jour, à peu près 75 litres d'eau de javel par jour. C'est déjà des besoins en soi qui sont énormes dans des pays qui seraient potentiellement affectés. Mais imaginez dans un pays comme le Libéria où au début de la crise, il y avait 50 médecins pour les 4 millions d'habitants et que vous êtes à peu près à 1 médecin pour 80 000 personnes, ce qui est largement en deçà du seuil critique de l'OMS. Je crois que ça a été autant de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, cette crise a pris de l'ampleur. Mais aussi, je voudrais insister là-dessus, l'inexpérience dans la gestion et peut-être le fait qu'on n'a pas mobilisé les moyens nécessaires à temps et rapidement pour adresser ça. Peut-être préciser, une dernière petite précision, il y a énormément d'énergie mise en œuvre pour la prise en charge de l'épidémie. Mais je crois qu'il est important, et je crois qu'il faut insister là-dessus, important de renforcer la prévention. La prévention, que ce soit dans des pays, évidemment, qui sont déjà affectés, mais ceux qui ne sont pas encore affectés, ou ceux qui étaient affectés comme le Sénégal, mais qui ont su maîtriser, il y a encore des risques. Il faut renforcer la prévention. Le Nigeria, il faut renforcer la préparation. D'accord. Merci beaucoup, Isaac Massaga, pour ces interventions. Je signale que dans quelques instants, Claude Folly va nous rejoindre ici pour vous livrer déjà les réactions très nombreuses sur les réseaux sociaux, des réactions relatives évidemment au thème de notre débat aujourd'hui sur l'épidémie Ebola organisée par l'ONG britannique CIDEVNet et peut-être le temps d'interpeller à nouveau vous qui êtes on va dire le représentant du ministère sénégalais de la Santé, le docteur Mamadou Ndiaye, excusez-moi, je n'ai pas écorché votre nom, j'espère. Isaac Massaga parlait tout à l'heure de cette prise de conscience, on va dire, tardive, c'est bien le mot, il faut le reconnaître, des gouvernements, de cette mobilisation qui est plutôt un peu timide, même de la communauté internationale, qui n'a pas pris conscience à temps de l'urgence de cette épidémie. Est-ce que vous, au Sénégal, vous avez été alerte? Est-ce que vous avez réagi très vite dès lors que vous avez su que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, comme la Guinée, le Libéria et la Guinée sont touchés? Qu'est-ce que vous avez fait tout de suite? De l'épidémie a été donc faite pratiquement le 22 mars. Bien sûr, comme l'a dit le collègue tantôt, c'est depuis le mois de décembre que l'épidémie avait lieu en Guinée. Mais le Sénégal déjà disposait de son plan de riposte depuis le mois de mars pratiquement. Le plan de riposte de face à l'épidémie Ebola était ficelé. Notamment, il s'agissait de prendre en charge un certain nombre de choses, notamment le plan de communication depuis le mois de mars. Il y avait les spots à travers toutes les informations. Il y avait également la formation du personnel. Le docteur K également est revenu sur ça. La mise en place des équipements, mais également l'ensemble des autres mesures qui devaient être faites pour essayer de se préparer par rapport à la riposte contre la maladie.
mais surtout la surveillance épidémiologique. Et la fermeture des frontières aussi, qui a été la fermeture dans une première mal étape, comprise par certains mais qui a pays été faite africains comme la Guinée. Dès le début, c'était pour se préparer parce qu'il y avait déjà cette épidémie qui était là. Il fallait donc fermer pour se préparer dans une première étape. Dans Sonogay, on parle souvent de repli stratégique. Voilà, c'était un repli stratégique pour essayer de mettre un peu de l'ordre. C'est ce qui a été fait. Donc, les gens se préparaient dès le début et surtout la surveillance épidémiologique. On peut dire qu'on se préparait parce que si vous voyez que le cas est arrivé, il a été rapidement détecté, c'est parce qu'il y avait tous les outils qui étaient en place pour pouvoir, dès que la personne entre dans le circuit, qu'on puisse déjà détecter, dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Comme une alarme d'un voleur ou etc. qui est là, qui entre dans une maison ou bien qui touche la porte d'un véhicule et que ça sonne. Donc, dès le début, dès que le malade était entré, ça a sonné et le système l'a pris en charge. Donc, ça veut dire que le système était déjà en place pour essayer de détecter la maladie, mais également la prise en charge. Mais quand même, souligner que la communauté internationale a tardé à comprendre en réalité que l'épidémie de Ebola, il fallait l'étouffer sur place. C'est ça qui a manqué. C'est-à-dire que les aides ponctuelles, c'est bon, etc. Mais qu'il fallait une coalition mondiale pour arrêter cette épidémie. Est-ce que le message est passé aujourd'hui? Je pense que le message est passé et peut-être pour reprendre le président de la République du Sénégal, qui l'a dit déjà dans un sommet, déjà, c'est comme si c'était une phrase, c'est une idée très bien dite, hein, que Ebola n'est pas une maladie de l'Afrique de l'Ouest ou des Africains de l'Ouest, mais c'est une maladie en Afrique de l'Ouest. Et qu'aucun pays, si elle se propageait, ne peut être à l'abri. La preuve en est aujourd'hui qu'il y a une distribution de cette épidémie et si on ne la contient pas, aucun pays ne pourra échapper. Donc la réaction des partenaires, en tout cas de la communauté internationale, je pense que cette dimension de pouvoir étouffer l'épidémie sur place, c'est cette dynamique qui a manqué au début et sur laquelle actuellement on est là avec les couloirs humanitaires, avec la coalition mondiale, etc. pour mettre fin à cette épidémie. Donc il ne faut pas, c'est pas une aide ponctuelle à un pays pour s'en sortir. Un seul pays ne peut pas s'en sortir avec cette épidémie. Avant de passer la parole au docteur Dayaka, j'aimerais vous poser une dernière question. Aujourd'hui, le Sénégal est à l'abri, même si vous dites que vous restez les yeux ouverts, ce qui est normal. Mais il y a cet aspect lié à la solidarité que certains reprochaient. On disait qu'on n'a pas beaucoup senti la solidarité africaine agir dans cette bataille. Aujourd'hui que le Sénégal est à l'abri, est-ce que vous pensez peut-être que vous pourrez, d'une manière ou d'une autre, donner un peu d'aide aux pays qui en ont besoin? Le docteur parlait tout à l'heure d'un gap important de médecins au Libéria. Oui, l'aide, effectivement, la solidarité internationale, moi, je pense qu'elle s'est manifestée. Est-ce que le Sénégal peut envoyer des médecins au Libéria? Bien sûr, par exemple, le professeur est là. Eux, ils étaient au niveau de Sierra Leone, Libéria. L'Institut Pasteur était là-bas. Le Sénégal vient d'ouvrir un corridor humanitaire. Donc, ainsi de suite. Donc, il y a même échange d'informations entre les pays, n'est-ce pas? Donc, peut-être que c'est pas... Il y a également aujourd'hui la solidarité sous-régionale, la CEDEAO, l'OAS, l'UMOA. Donc, c'est vrai que ça pouvait être mieux, mais quand même, c'est quelque chose qui s'est manifesté à travers. Le Sénégal a ouvert un corridor humanitaire en direction de ces pays, n'est-ce pas? Les avions décollent à partir de Dakar, Sierra Leone, Libéria, Guinée, etc. Donc, il y a quand même quelque chose, mais même si on aurait souhaité que ça soit encore plus, encore une fois, mais c'est que c'est très difficile d'abord déjà de se prendre en charge avant de venir en aide aux autres. Donc, il faudra déjà se prendre en charge avant de venir en aide également aux autres. Mais seulement, il faudra tenter de le faire. Alors, docteur Dayaka, pour l'instant, on parle de pandémie. Je vois Claude Folly qui se prépare déjà pour les réactions. On parle pour l'instant d'épidémie d'Ebola et certains s'inquiètent que peut-être dans les prochains mois ou les prochaines semaines, on pourrait passer de épidémie à pandémie. Alors, c'est quoi la différence? Qu'a dit mes collègues, hein, Dr Mamadou Ndiaye et l'humanitaire, vous savez que cette épidémie elle est particulière. Je pense que le professeur Faye peut en témoigner. Vous savez qu'il y a eu combien d'épidémies depuis 1905? Environ 25 épidémies. Mais vous savez que la particularité de ces zones-là où sévissaient ces épidémies, c'était en Afrique centrale. Là, l'épidémie touchait un village,
un village qui était enclavé, où les distances étaient longues par rapport aux villes. Et donc, vous voyez l'épidémie toucher une ville. On parlait plus de RDC, RDC, je donne l'exemple de RDC, où les distances sont vraiment longues et puis là, ce n'est pas facile. L'épidémie touchait un village, tuer tout le monde, en tout cas, ou bien tuer la moitié, et l'épidémie s'éteignait. Mais ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, tout le monde, tous vous l'avez constaté, l'épidémie a commencé en Guinée. On sait qu'en Afrique de l'Ouest, les gens bougent beaucoup. Les distances sont pas longues. Avec la libre circulation. Avec la libre circulation. Et comme ils l'ont tous dit, hein, je pense que le maître mot, c'est le retard. Parce qu'au début, les gens ne se sentaient pas concernés, surtout la communauté internationale. Et surtout, également, j'ai insisté, c'est les Occidentaux, ils ne se sentaient pas concernés par cette épidémie. Parce que c'était en Guinée, les gens, c'est en Afrique, ça va s'arrêter. Alors, ce n'est pas le cas. Et tout le monde voit exactement ce qui se passe. On peut dire que Ebola, c'est un tout petit peu révolté aussi, puisque jusque-là, vous parlez, c'était la RDC. C'était la RDC, c'était la Puissanta, c'était le Gabon. Il y a eu un cas en Côte d'Ivoire, mais c'était un seul cas. Donc, mais cette année, cette épidémie, il n'est pas que, même si vous prenez sur le plan du nombre de cas qu'il y a eu, si vous regroupez l'ensemble des épidémies, cette épidémie actuelle a dépassé sur le plan du nombre et sur le plan de la détail. Donc, c'est pour vous dire qu'actuellement, c'est un problème. C'est une épidémie. Maintenant, quand une épidémie a une propagation au niveau international, c'est là où on parle maintenant de pandémie, comme la pandémie de l'infection. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore la pandémie, même si les États-Unis, sont touchés, la France, l'Espagne sont touchés, ce n'est pas encore la pandémie. Ce n'est pas encore la pandémie, mais quand même ça commence à se propager au niveau international. Et si les mesures, des mesures de sécurité ne sont pas prises, l'épidémie, ça pourrait devenir une pandémie au niveau international. D'accord. Merci pour cette précision. Claude nous rejoint pour les réactions recueillies sur les réseaux sociaux. Claude, alors de quoi parlent les gens? Globalement sur Internet, je crois que l'intérêt de ces genres de débats, c'est d'arriver à dissiper certains malentendus, ce que les gens ne comprennent pas, dissiper les rumeurs, les peurs. C'est pour cette raison que je vais vous lire quelques réactions sur Internet, notamment sur Facebook et sur le site de sidedev.net où vous pouvez nous suivre en direct. Réaction de Mansa Keita qui dit: mais pourquoi l'Afrique souffre de cette maladie? Sinon, il y a eu 2 Américains infectés, mais rapidement, il y a eu des remèdes. Pourquoi pas nous? Il y a Sado Diallo qui dit les Blancs nous manipulent comme leurs objets. Tout ça, c'est du politique pour anéantir les maigres économies des Africains. Il y en a d'autres. Hein. Cette maladie est une invention scientifique, une manière d'éliminer les peuples. Je vais terminer par Mam Malin qui dit les superpuissances devaient se lever au début, mais ils ont pensé que ça ne viendrait pas chez eux. C'est seulement maintenant qu'ils réagissent. Je vais terminer, si vous permettez, par Volontoa, Vola Razafi Dratoanina, je crois qu'il doit être malgache, qui dit politique des dirigeants africains pour obtenir des financements, guerre bactériologique et génocide des Africains depuis les pays puissants. Donc, je crois que ça interpelle quelque part tous nos invités, notamment le professeur Faye, qui aborde l'aspect anthropologique. Donc, j'ajoute une question de Mavungu, qui demande si l'Afrique centrale a pu s'en sortir. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest met autant de temps pour venir à bout d'Ebola? Merci beaucoup, Liliane. Voilà, merci Claude Folly. Et on va enchaîner avec les réactions du public qui est ici avec nous dans cette salle que nous a accordée gracieusement l'université Cheikh Anta Diop, à qui nous disons d'ailleurs merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous vous levez, vous déclinez votre identité et vous posez votre question à n'importe lequel des experts ici. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Vous n'avez pas de questions pour l'instant? Donc d'accord. Peut-être vous vous réveillez, je vais vous demander d'applaudir pour vous-même, pour votre attention, pour votre mobilisation. Même les applaudissements sont timides. Pas de questions. Applaudissements, chiche, rien du tout. D'accord. Voilà. Donc, après les applaudissements, je vois qu'il y a quatre personnes qui ont levé la main, finalement. Comme quoi, c'était important d'applaudir. Il y a un doigt d'abord, derrière. Messieurs, vous pouvez approcher, s'il vous plaît. Ou bien je peux venir vers lui avec la complicité du caméraman. On va le suivre. On va aller vers notre jeune étudiant. Vous vous levez, s'il vous plaît, vous déclinez votre identité. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Alassane Sow, je suis étudiant au département de sociologie en licence 3. Je viens en 3e année pour parler de façon classique.
J'ai une question à poser à M. Faye, qui est également mon professeur et mon chef de département, sur le mot Ebola. Alors, pourquoi cette question? Quand je rencontre le mot Ebola dans les milieux administratifs ou bien dans certains milieux, je me demande si c'est une invention scientifique ou si le mot Ebola, c'est un mot guinéen. Autrement dit, ou bien autrement posé, je demande si le mot Ebola est un mot guinéen, c'est-à-dire qui appartient à une langue guinéenne, ou si c'est un concept élaboré par un scientifique. Donc, je crois que jeune étudiant veut savoir l'origine du mot Ebola. Professeur Faye. Question? Non, non, allez-y. Vous vous levez, s'il vous plaît. Alors, bonsoir, je m'appelle Mamadou Adama Barry, je suis étudiant en master au niveau du département de lettres modernes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je voudrais tout simplement donc, parler donc, du problème, surtout du problème du comportement et rebondir encore sur le problème économique parce que aussi on a vu malgré donc l'apparition donc du virus il y a une semaine avec l'an qui a. Nous, on sait les enjeux économiques, c'est-à-dire qui se trouvent entre la Guinée-Conakry et le Sénégal. Parce que moi, tout dernièrement, le mois de juin, j'y étais en Guinée et je sais l'enjeu économique dont le marché Djaoubé, c'est-à-dire l'enjeu économique que le marché donc, nous apporte. Donc, il y a maintenant plus de 2 mois, le marché, la frontière, elle est fermée et du coup, jusqu'à maintenant, on ne parvient pas à comprendre quand est-ce que les frontières seront ouvertes entre les 2 pays. Parce que si donc, le virus est apparu au Mali, malgré tout, eux, ils n'ont pas fermé les frontières entre les 2 pays. Donc nous, ici, on ne comprend pas. Sur le plan touristique aussi, on a vu encore des handicaps sur le plan touristique. Donc, je voudrais aussi donc, poser la question à tout le monde, parce qu'on nous a dit du côté du Canada, dans un des laboratoires qui s'y trouve, ils ont fait des études, ils ont eu maintenant des avancées. Maintenant, ils vont utiliser ce qu'il y a pour dissimuler ça, c'est-à-dire que pour donner les pays européens, donc pour anticiper donc, pour ce virus-là. Vous maintenant, nous Africains, maintenant, qu'est-ce qu'on attend maintenant de la communauté internationale maintenant pour régler la situation? Merci. On va peut-être prendre une dernière question. Je veux voir les doigts des jeunes étudiantes. 2 messieurs contre 0 filles. Moi, ça commence à poser un problème. Pour équilibrer quand même, vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord? Ah, votre question est importante. D'accord, vous allez la poser, mais je disais, moi je voulais entendre des filles, non? Vous êtes contre mon idée? Vous êtes contre mon idée? D'accord, bon, posez-la alors, après on reviendra aux jeunes filles. Bonsoir, je m'appelle Mokhtarba, je suis étudiant au département de sociologie. Je voulais poser une question à M. Mamadou Ndiaye. Monsieur, partagez-vous l'idée selon laquelle l'épidémie à virus Ebola est mise sur pied par les industries pharmaceutiques pour accumuler des richesses ou bien booster l'activité des firmes? C'était ça ma question. Ok. Une dernière. On va prendre une dernière et on répondra. Je suis désolée, il y a une fille, donc je vais d'abord vers elle. Je remercie les... Pose ma question.
c'est notre préoccupation. Quatre aux réponses. À quand l'ouverture des frontières? Peut-être, monsieur le représentant du ministre de la Santé, ou plutôt pour être précis, de madame le ministre, madame la ministre de la Santé. Merci beaucoup de votre question. Par rapport à l'ouverture des frontières, je ne saurais me prononcer parce que c'est une question qui ne relève pas de la compétence du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais encore une fois, que c'est une donnée qui peut être en rapport avec la situation épidémiologique. Les pays ne sont pas forcément figés par rapport aux positions qui ont été prises. Encore une fois, expliquer juste que la fermeture de la frontière avec la Guinée a été consécutive à une réaction qui n'est pas une réaction de l'Organisation mondiale de la santé, une réaction même de Médecins sans frontières qui avait manifesté leurs préoccupations par rapport à la situation en Guinée. Et que l'Organisation mondiale de la santé a sorti donc pratiquement une déclaration que l'épidémie était hors de contrôle en Guinée. C'est un mot qui a toute sa valeur par rapport à nous. Qui a effrayé un peu les autorités hors de sénégalaises. contrôle en Guinée. Ça signifie que pratiquement c'est une préoccupation qui actuelle. Et Médecins sans frontières, on a souligné des véhicules caillassés où la population était, en tout cas, même l'administration centrale ne parvenait pas à contrôler la situation. Et il fallait donc que les pays essayent de se protéger, n'est-ce pas, d'une certaine manière. Merci. Et rappeler, juste en profiter pour dire que lorsque le Sénégal a fermé la frontière, on a évoqué le problème de règlement sanitaire international, mais le règlement sanitaire international dit qu'il faudra se préparer à, en tout cas, se protéger contre les épidémies, essayer de limiter leur propagation, n'est-ce pas, tout en essayant d'éviter des entraves inutiles au trafic et au commerce. Merci. C'est ce qu'il a dit, donc de limiter la propagation internationale des maladies. Donc, en essayant de minimiser en tout cas tout ce qui peut entraver le commerce et la circulation des personnes et des biens sur cette question. Mais par rapport encore à la fermeture des frontières, c'est une question, ça dépend de la situation. Par exemple, on n'a pas encore fermé avec le Mali parce que, vous voyez, donc c'est des choses, l'ampleur ne l'impose pas pour l'instant. Mais même si on a fermé avec la Guinée, on a ouvert un corridor humanitaire, les avions décollent, atterrissent à la Guinée, en Sierra Leone, etc. Donc c'était une manière de gérer un peu ce flux par rapport à ça. Monsieur Isaac Massaga, je crois que le jeune étudiant a également évoqué l'aspect économique, l'impact économique de cette fermeture de frontières. Il s'en inquiétait et c'est un aspect que vous avez évoqué tout à l'heure au cours de l'une de vos interventions. Voilà. C'est vrai que c'est une question qui a été déjà étudiée dans les pays qui ont été les plus affectés jusqu'à présent. Mais dans les pays comme le Sénégal, il y a beaucoup d'ONG d'ailleurs qui sont en train de se pencher là-dessus, y compris Oxfam, c'est d'essayer d'évaluer un peu l'impact de la fermeture des frontières, notamment, pas seulement la fermeture des frontières, mais la fermeture aussi des marchés hebdomadaires. Je crois qu'il y a eu cette question-là qui a été à un moment donné décriée un peu sur le terrain, mais d'évaluer un peu l'impact sur la sécurité alimentaire et sur la nutrition des riverains qui sont autour des marchés. On n'a pas encore une évaluation précise là-dessus. On est en train de travailler là-dessus, mais on n'a pas encore d'évaluation précise. Il faut aussi simplement mentionner que ce qui nous revient du terrain, ce qui revient de ceux qui sont sur le terrain et des partenaires qui sont sur le terrain, c'est qu'effectivement, par exemple, la fermeture de frontières avec la Guinée a entravé, si vous voulez, le flux des marchandises comme les fruits, comme les légumes, etc., et qui ont un véritable impact sur la disponibilité de ces produits-là sur les marchés à l'intérieur du Sénégal. Mais encore une fois, ce n'est pas une question qui a été déjà évaluée, dans tous les cas, pas à notre niveau, de manière concrète. Merci. On va clôturer avec vous, Dr Dayaka, puisqu'il y a beaucoup de questions qui vous ont été adressées, l'origine de Ebola. Est-ce que ce n'est pas une invention scientifique? Je crois que ce sont des questions qui relèvent de votre compétence. Mais, professeur Landry Faye, il y a eu une question sur l'Afrique centrale qui a pu, d'après notre étudiant, résoudre la question Ebola, qui a pu évacuer cette maladie. Pourquoi pas l'Afrique de l'Ouest?
Oui, pourquoi? Parce que Dr Dayaka avait déjà parlé de des caractéristiques particulières de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Donc, il faut bien comprendre que la situation en Afrique de l'Ouest, du point de vue historique, nous sommes dans des pays qui ont traversé des crises, qui ont eu leur système de santé qui ont été vraiment déséquilibrés. Et Ebola, quand Ebola survient, Ebola a besoin d'un système de santé fort. Or, en RDC, leur système de santé est meilleur que le système de santé qu'on trouve actuellement dans ces 3 pays qui ont été traversés par des crises profondes. Donc, il y a quand même une explication à la situation actuelle. Pourquoi on a plus de mal en Guinée, Sierra Leone, Libéria qu'en RDC. Et la deuxième raison, c'est aussi du point de vue de ces 3 pays, du retard qu'il y a eu dans la prise en charge de l'épidémie. On a traîné et aujourd'hui même la réaction de la communauté internationale, je suis désolé, je ne vois pas en quoi on est dans un principe de solidarité internationale, on est beaucoup plus dans un partage de l'Afrique et dans une manière de redessiner les frontières. Regardez la manière dont les États-Unis s'occupent du Libéria, la manière dont les Français s'occupent de la Guinée, la manière dont les Anglais s'occupent de la Sierra Leone, mais aussi il y a les outsiders, puisque les Cubains et les Chinois sont en train de contester à la Grande-Bretagne leur leadership en Sierra Leone. C'est intéressant de lire cela. Il y a aussi un enjeu géopolitique. Et je vais en parler. Derrière cette... Et d'ailleurs, du point de vue de cette géopolitique, mais excusez-moi, professeur Faye, il faut quand même préciser que ces pays ne s'en cachent pas parce que les États-Unis ont clairement dit et appelé la France à s'occuper de la Guinée, la Grande-Bretagne, de la Sierra Leone. Donc, ce n'est pas un jeu qui se fait sous cap. Ça a été clairement affirmé par Washington. Oui, absolument. Et c'est pourquoi je tenais à le préciser parce que souvent, on tient un discours pour dire qu'on est dans un principe de la solidarité internationale. C'est faux. Nous ne sommes pas dans une solidarité internationale avec Ebola. Nous sommes dans un positionnement des anciennes puissances coloniales qui sont en train de se positionner dans des pays où ils ont des intérêts. Je vous rappelle que les 3 pays de l'espace Makona qui sont concernés aujourd'hui, qui sont les grands foyers de l'épidémie, sont des pays avec des ressources naturelles extrêmement importantes et il ne faut pas l'oublier. Mais est-ce que justement le développement et votre analyse ne peut-elle pas pousser ceux qui, ou bien conforter en quelque sorte ceux qui pensent ici, au milieu de nous, on a entendu tout à l'heure, certains le disent, que c'est une invention, ils n'ont pas exactement ça des Blancs pour, voilà, que Ebola est une invention. Oui, cette idée n'a pas attendu l'analyse que je suis en train de faire parce que c'est une lecture objective que je suis en train de faire en tant que scientifique parce que il y a beaucoup de production scientifique d'ailleurs autour de cette idée. Elle ne tient pas forcément à ma personne. Mais quelle est votre opinion? Est-ce que c'est une invention? J'en arrive. Ça, c'est une rumeur qui a circulé. Est-ce qu'elle est fondée? Mon point de vue, ce n'est pas de dire si c'est fondé ou pas. Mon point de vue, c'est d'en faire une analyse de cette rumeur et de ce que cela a eu comme conséquence sur la gestion de l'épidémie. Parce que mais ça, ce n'est pas une première aussi. Il faut bien le comprendre, le fait d'accuser le blanc, ce n'est pas une première dans l'histoire des épidémies. Ce n'est pas une première. Dans le cadre du sida, c'était pareil. Didier Fassin parle de l'économie morale du soupçon et l'économie morale du ressentiment. Ça veut dire que dans une situation d'épidémie, on va être dans une logique de dédouanement, parce qu'on est quand même submergé, et on va toujours trouver l'explication ailleurs. D'autant plus que les pays africains ont une tradition d'externalisation des tâches publiques. C'est la faute de l'autre. C'est la faute de l'autre. C'est les figures de l'altérité. Mais permettez-moi juste, sur la question importante dans cette géopolitique, la géopolitique des vaccins. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de dire, oui, est-ce que c'est des industries pharmaceutiques? Au Canada, on est en train de voir des vaccins. Je voudrais juste rappeler le travail extrêmement intéressant d'un historien de la santé à Paris Diderot, Guillaume Lachenal, qui montre que
dans un article qu'il appelle, en fait, Ebola, une tragédie qui a été savamment préparée. Du point de vue des rumeurs, combien les communautés scientifiques sont en train... D'ailleurs, il y a un article qui vient de sortir hier, des rumeurs de vaccins. La question, elle ne vient pas de moi. Elle est posée par la communauté. Et cette question, elle s'impose. Et des scientifiques démontrent que, comme disait Bernard Ours, nous sommes dans une logique de marché parce que l'industrie pharmaceutique, et là, ce n'est pas une accusation, c'est une analyse, investit de l'argent pour produire un vaccin et il faut qu'il y ait une rentabilité. Or, de ce point de vue, Ebola n'est pas pour le moment. D'ailleurs, les gens le disent, même si c'est 5000 morts, etc., ça n'a rien à voir avec ce que le palu peut causer. Et de ce point de vue, ça entre guillemets, ça n'intéresse pas pour le moment. Mais le fait que ça, je vais aller jusqu'au bout de ma logique, le fait qu'on soit dans une internationalisation qui commence, multiplie les rumeurs parce qu'on voit la rapidité avec laquelle et l'ampleur des moyens que les Occidentaux ont mobilisés pour prendre en charge les premiers cas qui ont été importés. Mais ça aussi repose le problème de eux et nous, avec une origine. Dans votre analyse de la situation, il pourrait y avoir quelque part une volonté de créer Ebola pour susciter les financements de la recherche en vue de trouver un médicament. Est-ce que c'est ce que je suis en train de comprendre? Non, c'est le contraire que je dis. Mon propos, ce n'est pas de dire qu'on a créé, c'est de dire pourquoi depuis 1976, on dit qu'on n'a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Or, un travail montre que depuis les pandémies SRAS, grippe aviaire, il dit la communauté internationale s'est mobilisée, à investir de l'argent dans la recherche. Pourquoi pas? Question sur le fait que des vaccins n'aient pas été développés. Il y a des travaux qui montrent, ce n'est pas mon propos, j'analyse, il y a des travaux qui montrent que les vaccins pour Ebola développés par l'industrie pharmaceutique ne seraient pas rentables en raison du, même si c'est 5000, 13 000 cas, du nombre peu important. Parce que, comparativement au paludisme. Voilà, on va peut-être continuer avec vous sur cette lancée, Dr Dayaka, sur ce vaccin, puisque c'était la question de la jeune fille tout à l'heure. À quand est-ce qu'on peut espérer un vaccin contre Ebola? Il y a eu des tests qui ont été faits au Mali. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais parler en tant que médecin, infectiologue et préventionniste. Donc, je ne parlerai pas que si ça a été créé, que c'est comme ça. Je pense qu'actuellement, ce qu'on peut dire, l'épidémie est là. Nous, ce que nous devons faire, c'est comment faire pour continuer cette épidémie, si elle vient ici, ou bien tout faire pour que l'épidémie ne soit pas. Effectivement, il y a beaucoup de rumeurs par rapport à que ça a été inventé, c'est les laboratoires pharmaceutiques. C'est possible, je n'ai pas de réponse par rapport à cela. En tout cas, il faut noter que ce n'est pas toutes les maladies infectieuses qui ont des vaccins. Le paludisme, il est là depuis combien de temps? Est-ce qu'on a un vaccin contre le paludisme? Donc, en fait, les vaccins, ce n'est pas comme ça. Surtout par rapport aux virus. Les virus, ce sont des organismes unicellulaires qui sont dotés d'un pouvoir de mutation. Ça veut dire qu'ils changent tout le temps. Regarde le vaccin contre la grippe. Chaque année, presque, on change ce vaccin parce que le virus change de conformation et c'est ce qu'on appelle la mutation. Donc, c'est difficile de trouver un vaccin par rapport à ce virus.
Pour revenir par rapport au vaccin, par rapport à Ebola, effectivement, je pense que depuis que l'épidémie a été déclarée ici en Afrique de l'Ouest, l'OMS s'est réunie régulièrement par rapport, et surtout c'était des réunions qui regroupaient des experts Ebola. D'ailleurs, même la dernière réunion s'est tenue en Suisse. C'était par rapport à ces thérapies, c'est-à-dire le traitement qui visant à tuer le virus, ce qu'on appelle un traitement étiologique, mais également par rapport au vaccin. Le vaccin, ça permet de prévenir une maladie. Effectivement, pour le moment, vous savez que pour mettre en place un vaccin, pour mettre en place un traitement, il faut d'abord des phases d'études. Il y a plusieurs phases que le vaccin doit subir avant qu'il ne soit mis sur place. Actuellement, là où je vous parle, là où nous en sommes, il n'y a pas de thérapeutique étiologique ni de vaccin qui a atteint toutes les phases pour être mis sur le marché. Mais des études sont en train d'être faites. Ce sont des études prometteuses. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de l'OMS actuellement, les résultats par rapport à certains vaccins seront disponibles au mois de décembre. Et les gens parlent de chiffres 2015. Ils ont même parlé du premier semestre de produire des centaines de milliers de vaccins pendant le premier semestre de 2015. Donc ça, c'est les informations. Mais il faut noter que lors de cette réunion, également, il y a des choses confidentielles qui n'ont pas été dites. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des études qui sont en train d'être faites par rapport à ce vaccin-là. Et nous espérons que ce vaccin sera disponible et qu'il sera efficace aussi. On peut avoir un vaccin sans que ce vaccin soit efficace. Donc, pour vous dire, mettre en place un vaccin, ce n'est pas facile. Et jusqu'à présent, on n'a pas de vaccin contre le VIH, l'infection VIH. C'est pour vous dire que ce n'est pas toujours facile de trouver un vaccin. Mutation du virus. Il y a beaucoup de mutations du virus. Un mot sur l'origine, on revient avec tout à l'heure. Peut-être vous voulez réagir à ces propos parce que je voulais qu'il dise un mot sur l'origine d'Ebola. C'était la première question de notre jeune étudiant. Peut-être. Je voulais juste rajouter, merci. Je voulais juste rajouter, et pour abonder dans le même sens, que vous savez qu'il y a des modèles mathématiques qui ont été mis en place pour nous dire à peu près combien de cas on aura d'ici décembre. Alors, il faut qu'on se rappelle tous qu'on aura, d'après l'OMS, une vingtaine de milliers de cas d'ici le mois de décembre, et que ce n'est pas en train de s'arrêter. Et du coup, moi, je voudrais vraiment renforcer le message qui est celui de la vigilance à la fois en termes de prévention, la vigilance en termes de préparation. C'est ce que je voulais rajouter à la suite des propos du docteur tout à l'heure. Merci. Allez-y, docteur El Hadj Mamadou. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que le débat est intéressant. Par rapport au développement des vaccins, docteur Daeka est revenu là-dessus, le professeur a évoqué des questions. Il y a des maladies qui n'auront jamais de vaccin, ça c'est sûr, ou qui n'ont pas encore de vaccin, peut-être on ne peut pas dire jamais. Mais il faudra également savoir que ceux qui font les vaccins, c'est également une question de profit, c'est une question économique. C'est des investisseurs comme vous et moi ou comme un autre qui ne sont pas animés par l'esprit qui vous intéresse, vous humanistes. C'est pas de la charité. C'est pas de la charité. J'investis là où j'en ai besoin. Je ne vais pas vendre mes arachides devant cet amphithéâtre si personne ne l'achète. C'est clair. Donc, on ne va pas... C'est des gens qui ont énormément d'argent, de ressources, mais qui disent « j'investis là où c'est rentable ». Aujourd'hui, un vaccin contre le virus Ebola n'intéressera que quelques pays qui, en fait, c'est pas rentable. Donc, du coup, les laboratoires pharmaceutiques et les investisseurs ne sont pas vraiment mobilisés. Pour l'instant, il y a eu quelque chose, mais c'est pour dire seulement que, encore une fois, qu'on ne croit pas que les vaccins, c'est pour venir secourir des gens. Mais est-ce que ce n'est pas une inquiétude? On n'a pas oublié la question, docteur. On va revenir sur ça. Voilà. Est-ce que ce n'est pas là on va dire une opportunité pour les pays africains, mais en même temps aussi une source d'inquiétude? Parce que quand on entend votre discours, on se dit, on sera toujours frappé par Ebola sans qu'il y ait de médicaments ou de vaccins pour nous sauver. C'est une source d'inquiétude. Bon, vous savez, une maladie, on peut la gagner de deux manières. Soit trouver un vaccin, mais soit trouver également des médicaments efficaces. C'est comme ça. Mais comme les laboratoires pharmaceutiques sont dans un jeu vous dites que ce sont des investisseurs qui ne s'intéressent que très peu à Ebola parce que peu rentable. Alors, que peuvent faire les gouvernements africains? Parce qu'il y a quand même des opérateurs économiques. Oui, c'est extrêmement coûteux. C'est extrêmement coûteux. Les gouvernements africains ne peuvent pas faire face à ça. Pour développer un vaccin, c'est plus de 10, 15 ans. Ou 20 ans même pour développer un vaccin. C'est extrêmement important. Il y a l'exception n'a été utilisée qu'avec Ebola, où l'OMS a autorisé même
qu'on utilise des molécules en sautant même ou en escamote, bon, en sautant certaines phases, parce que c'est sur la personne humaine qu'il faudra mettre quelque chose, c'est extrêmement important. Donc, sur ce problème de vaccin, ça vraiment, c'est ce que je voulais ajouter. Par rapport encore à une fois, l'invention, ce n'est pas une invention en tout cas. Ça, c'est une réalité. Bon, parfois aussi, on s'interroge sur beaucoup de choses. Vous savez également, par rapport au vaccin, même lorsque nous, on fait des campagnes parfois de vaccination, les gens nous disent que vous êtes en train de stériliser les populations. Donc, encore une fois, il y a beaucoup d'idées dont il faudra, le professeur l'a dit, ça constitue des rumeurs. Il ne faut pas tellement être fiable par rapport, en fait, accorder d'importance à certaines rumeurs. Par rapport maintenant à Ebola, bon, c'est un village, enfin, le village où la maladie apparaît pour la première fois, passer une rivière du côté de la RDC, notamment cette rivière Ebola, c'est ça qui a donné le nom à Ebola par rapport à cette question. Maintenant, il faudra savoir aussi, les puissances s'y intéressent tout le monde, mais il faut savoir également qu'il y a un risque de bioterrorisme lié à Ebola. Ebola, il faut que les puissances s'intéresseront à Ebola. Parce qu'aujourd'hui, si on développe une arme à partir de Ebola, on maîtrise le monde. Donc, encore une fois, il y a des enjeux géostratégiques, il y a beaucoup d'enjeux autour de cette maladie. Il faudra la maîtriser, il faudra faire la recherche, etc. Voilà qui peut faire Mais encore une fois... Qui peut faire perdre davantage du sommeil. Du sommeil, voilà. Merci beaucoup. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, Dr Dayaka, et puis on passe à... Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on dit que ce n'est pas rentable en termes de vaccin. Je pense que s'il y a une maladie actuellement qui a posé autant de panique au niveau international, c'est Ebola. Vous allez actuellement aux États-Unis, au Canada, dans tous les pays développés, les gens sont paniqués. Donc vous imaginez, bon, moi c'est mon avis, hein, une industrie pharmaceutique qui met en place un vaccin contre Ebola, un vaccin efficace, vous me dites que ce n'est pas rentable, là je pense que je ne suis pas d'accord avec vous. Moi je pense que juste peut-être que les gens... Parce qu'il n'y a pas que, j'insiste là-dessus, il n'y a pas que Ebola qui n'a pas de vaccin. Le VIH, il est là, il n'a pas encore de vaccin, mais effectivement il y a des thérapeutiques. Mais comme l'a dit Dr Ndiaye, essayons quand même, effectivement, il faut que les études, maintenant les études doivent s'accélérer par rapport à la production d'un vaccin, mais également mettre en place un traitement qui pour viser étudier. Ça, c'est important. Juste pour confirmer ce que Dr Ndiaye dit par rapport à Ebola, bon, peut-être nous avons un peu compris la question de notre étudiant en sociaux. Effectivement, ce n'est pas originaire de la Guinée. Et d'ailleurs, cette épidémie d'Ebola, c'est la première en Afrique de l'Ouest. Et c'est la plus meurtrière, vous êtes d'accord avec moi. Donc, c'est depuis 1967, c'est cette rivière qui séparait le Soudan et la RDC, donc qui portait le nom d'Ebola. Et c'est de cela que le virus a porté ce nom-là. Mais effectivement, peut-être là où il voulait en venir, je vais laisser... professeur Faye parler de ça parce que j'ai l'impression qu'on me saute et que je n'ai pas la possibilité quand même. Le temps c'est oui, mais je pense que c'est important que j'ajoute quelque chose parce que quand même c'est un débat et c'est important qu'on prenne la parole parce qu'on est aussi là pour ça. Donc je voudrais aussi qu'on essaie de répartir le temps de parole pour nous permettre de parler parce que c'est extrêmement important. Nous sommes venus ici pour parler et pas pour autre chose. De ce point de vue, ce que je voudrais juste rappeler, il y a des maladies qui n'ont pas de vaccin. Mais moi, j'ai été en Guinée. Les discours, les rumeurs, c'est quoi? Il y a eu des patients guéris. Les patients guéris, c'est des gens qui ont reçu un traitement symptomatologique, puisqu'il n'y a pas de traitement étiologique. Et on sait que quand les cas sont arrivés en Occident, les tests expérimentaux qui ont été faits, il y a eu des tests qui ont été faits et qui ont permis la guérison. Et c'est là où les communautés africaines ont posé la question, en disant, alors, est-ce que c'est parce qu'on a le ZMAP qu'on a utilisé avec les Américains, etc. Donc, je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a pas de vaccin, etc. Je relais la voix qu'on entend dans les communautés. Mais ça nous permet de parler d'autres choses. Aujourd'hui, si l'Occident ne s'est pas suffisamment intéressé dans un premier temps en disant que peut-être ça se passe là-bas, ce n'est pas chez nous, qu'est-ce qui a manqué en Afrique? Il a manqué une gouvernance sous-régionale et il a manqué des capacités de recherche africaines pour se mettre à découvrir. Et ça nous permet de rediscuter de la gouvernance dans nos pays africains, des universités où les capacités de recherche sont faibles en raison d'un manque de financement, des problèmes. Et de ce point de vue, quand il y a des problématiques qui se passent chez nous, on a du mal à trouver les réponses parce que
probablement, je reviens sur le fait que c'est une tromperie, il n'y a pas une réponse internationale. Sur la question du sociologue, je la comprends autrement. En réalité, il sait certainement que Ebola vient de RDC, le nom, mais en fait, ce qu'il sous-entendait, selon moi, c'est la stigmatisation. Parce qu'aujourd'hui, être guinéen égale Ebola. Mais on va au-delà. Il y a une journaliste qui est en train de faire une campagne internationale extrêmement intéressante. Elle dit, I am not a virus, I am Liberian. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'en Occident, aujourd'hui, il suffit que vous soyez sénégalais, malien, guinéen, etc. Ça veut dire égal virus. Et c'est cette stigmatisation qui est un des défis. Un des défis. Le deuxième défi, c'est la question de la gouvernance de Ebola. Comment nos États, je ne parle pas, il y a des pays qui se sont bien débrouillés, mais je pense que Isaac l'a souligné au début en disant que l'appui que les partenaires apportent, c'est dans le cadre d'une gestion qui est déjà posée par un État. Or, on sait très bien que les États africains ont été quand même absents de la riposte, en particulier les grands ensembles tels que l'Union africaine. À quel moment l'Union africaine s'est réunie pour commencer à dire aux pays ne fermez pas les frontières? C'est au mois de septembre. L'Organisation ouest-africaine de la santé, qui est un démembrement de la CEDEAO, j'interpelle son responsable, j'espère qu'on l'aura dans la conférence. Qu'est-ce que l'Organisation ouest-africaine a fait? Je parle de constat parce que j'étais sur le terrain. Donc cette absence ouest-africaine dans la réponse, elle pose naturellement un problème de gouvernance. Et de ce point de vue, si vous n'occupez pas les espaces, qui va les occuper pour vous? Donc Ebola est une métaphore parce que Ebola nous permet de parler de la gouvernance des pays africains. Ebola nous permet de parler des questions qui sont des défis pour le développement du continent. Donc, ce n'est pas seulement une question de maladie. Ebola. Ce n'est pas seulement une question de virus. Ebola est une question de société. Et c'est la raison pour laquelle les comportements posent beaucoup de problèmes parce que quelqu'un l'a souligné. Et tant qu'on n'aura pas compris aussi que Ebola ne pose pas seulement des questions de médecine, mais pose des questions de société, de développement. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord. Il va bien falloir qu'on avance. Bon, une minute, docteur. Dire que ce qu'il dit est tout à fait en phase. D'abord, par rapport à cette question de Ebola, ce que ça pose, ce n'est pas la question d'Ebola, c'est la question de santé en Afrique. Dans les politiques de santé, dans des politiques de développement, on doit intégrer la santé comme un élément important et non laisser des portions congrues à la santé. C'est ça donc qu'il faudra. Donc, je crois qu'il fallait plus de la recherche, même dans les universités. Oui, la recherche et tout ça, les problèmes de santé, les politiques de santé. Parce qu'encore une fois, une des définitions de la santé, c'est que c'est pas le complet bien-être, mais c'est un capital. C'est un bien durable que l'on peut accroître par des investissements. C'est ça qu'il faut comprendre. Juste pour appuyer le propos, oui. Aujourd'hui, Ebola nous met au devant aussi de la question du financement des systèmes de santé africains. Pendant très longtemps, les pays africains ont demandé qu'on renforce par les bailleurs le système de santé. On a préféré développer des programmes verticaux. Or, aujourd'hui, aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'en Guinée, par exemple, on est en train de parler de Ebola, mais les gens qui sont malades du palu ne se soignent pas. Les femmes enceintes qui veulent accoucher ne peuvent pas accoucher parce que le système ne fonctionne pas. Et on est en train de faire aujourd'hui la critique des bailleurs de fonds qui ont passé en second plan le renforcement des systèmes de santé. Et c'est maintenant que le Fonds mondial, dans le cadre du nouveau modèle de financement du Fonds mondial, a inscrit le RSS, le renforcement du système de santé. Parce que quand on développe des programmes verticaux de la santé, on travaille sur paludisme, sida, tuberculose, on fait des bons. Mais si dans une certaine mesure, le socle ne tient pas, on perd tous les acquis. Et Ebola est en train de nous montrer que nous devons nous atteler à renforcer les systèmes de santé. Et justement, l'une des questions que nous voulons aborder dans ce débat aujourd'hui, c'est
est-ce que nous sommes en train de perdre la bataille? Est-ce que l'humanité est en train de perdre la bataille contre Ebola, comme le disent les organisations humanitaires et autres ONG qui travaillent dans le domaine, Monsieur Massaga? Très clairement, je crois qu'il y a une structure qu'on appelle Lancet qui a sorti une étude récemment qui dit qu'avec les moyens actuels qui sont mobilisés contre Ebola, si on va dans ce sens-là, on n'aura jamais le contrôle sur Ebola. Donc, c'est très clair qu'il faut augmenter à la fois les capacités d'intervention actuelles, mais aussi les capacités de préparation pour pouvoir parer à toute autre forme d'éclosion. Donc, c'est très clair. Hein. On ne peut pas aujourd'hui contrôler Ebola avec... et évidemment, quand on parle de moyens, ce n'est pas seulement les moyens financiers, c'est aussi tout ce qui concerne la complexité sociale que le professeur Faye vient de mentionner tout à l'heure. Voilà, donc il faut, on n'est pas encore... C'est-à-dire de manière concrète, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Parce que vous parlez, il n'y a pas que les moyens financiers. On se souvient que Médecins sans frontières, qui est au devant de cette lutte, a par exemple refusé un don de l'Australie parce qu'elle disait, l'ONG disait, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est le personnel médical, ce n'est pas de l'argent. Donc, quand vous dites qu'il faut qu'il y ait cette mobilisation, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui concrètement pour apporter, je dirais pas un déclic, mais pour que cette bataille-là soit gagnée? Médecins sans frontières, à la date du 30 octobre, je pense, a mobilisé quelque chose comme 3300 médecins pour les 3 pays pour gérer cette crise. Mais les 3300 médecins restent largement insuffisants. Je viens de donner le ratio tout à l'heure pour ce qui concerne le Libéria. Encore une fois, le Libéria, au départ, c'était 1 médecin pour 80 000. Même si vous rajoutez... Juste une précision, les Nations Unies parlaient de 5 000... Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, parlait d'un besoin de 5 000 médecins pour ces 3 pays. Voilà. Au moins 5 000 médecins. Mais ça, c'est vraiment... Et ça, c'est que les médecins. Vous avez évidemment tout le personnel paramédical autour. Et vous avez aussi... encore une fois, ce n'est pas qu'une crise médicale, comme on est en train de dire. C'est aussi une crise en rapport avec tout ce qui tourne autour de la santé des populations ou des personnes qui sont atteintes. C'est-à-dire qu'il y a du personnel en promotion de l'hygiène, c'est-à-dire qu'il y a du personnel en eau et assainissement qu'il faudrait mobiliser sur ces questions-là. Donc, à la fois du personnel, mais aussi les ressources pour ça. Les ressources matérielles, les ressources financières pour pouvoir prendre tout ça en charge. Et peut-être que ce qu'on n'a pas peut-être mentionné très clairement aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, au Libéria, il y a encore quelques semaines, on s'est rendu compte que les gens désertaient les hôpitaux, même ceux qui étaient malades, désertaient les hôpitaux, pas parce qu'ils ne voulaient pas se soigner, mais parce qu'ils avaient peur d'Ebola. C'est-à-dire qu'il y avait 2 ou 3 fois plus de morts des maladies évitables comme le paludisme, comme la diarrhée, etc., du fait que les gens avaient peur d'aller vers les systèmes de santé. Donc il y a toute cette complexité aujourd'hui qu'il faut prendre en compte et je crois que le professeur Faye est mieux placé pour... ça rejoignait la stigmatisation dont il parlait et même la généralisation. Voilà, oui. Mais je voulais juste rajouter que tout à l'heure, Liliane, vous avez parlé du Sénégal qui est à l'abri. Je pense qu'il faut faire attention à ce terme abri. Encore une fois, le Sénégal réussi à gérer le cas qui était là. Mais le Sénégal a des frontières poreuses avec des pays comme la Guinée-Conakry. Et même s'il y a une fermeture de frontières, il y a quand même un flux de personnes et de biens qui fait qu'on reste toujours, encore une fois, exposé jusqu'à ce que cette épidémie est vraiment sous contrôle. C'est quelque chose qu'il faudrait préciser. Merci. Peut-être juste sur... Un instant, professeur, le temps de Dr Dayaka. Surtout pour aborder dans le même sens, je suis tout à fait d'accord avec les 2 propos. En fait, c'est pour vous dire, imaginez déjà, nous en Afrique, nous avons un système de santé qui n'est pas fort, donc qui n'est pas bien organisé. Et nous tous, nous l'avons vu et nous l'avons dit ici. Et voilà, quand ça vient, les premières personnes qui vont mourir, c'est les personnes de santé. Donc, Ebola va désorganiser le système de santé. Et quelqu'un l'a dit, des femmes, les gens ont tendance à négliger les autres pathologies. Moi, presque depuis le mois de mars, je ne fais que de l'Ebola. Parce que j'ai un peu négligé le VIH et les autres pathologies. Parce qu'effectivement, Ebola, quand ça vient dans un pays, ça désorganise tout le système. Déjà, nous n'avons pas un bon système de santé. Maintenant, si Ebola vient, ça désorganise. Donc, ça veut dire qu'il y aura d'autres conséquences par rapport. On parle aussi de désocialisation même. Mais tout à fait. Et il y aura d'autres conséquences.
conséquences économiques, il en a parlé, conséquences sur le plan social. Cette stigmatisation, Ebola même devient un problème de sécurité internationale parce que ça peut être à l'origine de conflits et on a failli l'avoir ici. Donc, ceci, c'est la stigmatisation. Pour moi-même qui vous parle, je suis stigmatisé et je sais quand même qu'il y a mon numéro de téléphone. À chaque fois que j'appelle un collègue, il a peur parce que peut-être je vais lui parler d'un cas d'Ebola ou bien d'un cas. Donc, je peux vous dire que c'est pas facile. Donc, je pense qu'il est important. Non, pas perdu peut-être pour le moment la bataille, en tout cas la guerre, peut-être la bataille, mais je pense que comme ils l'ont tous dit, il faut vraiment qu'on renforce nos systèmes de santé et ce n'est pas uniquement des ressources financières, mais surtout des ressources humaines. Si vous voyez que l'épidémie actuellement continue à augmenter de manière exponentielle, c'est parce qu'il y a un problème dans le suivi des contacts. Et pour avoir un bon suivi de contacts, il faut des ressources humaines. D'accord, merci. Je suis en train de mettre la pression, docteur, professeur Faye, parce que on a deux autres sections qui nous attendent sur les considérations scientifiques de Ebola et aussi les maladies zoonotiques, voilà, qu'il va falloir aborder. Mais je voudrais quand même vous poser cette question et je vous prie de répondre en quelques minutes. Je parlais tout à l'heure de désocialisation, voilà, qu'entraîne Ebola. On voit aujourd'hui les comportements changent. C'est quand même embêtant de vous voir en route demain, aujourd'hui où je vous connais. Je suis obligée de vous saluer à distance. Bonjour, professeur Faye, voilà, ce Hans Masro qui est mon ami. J'ai dit Hans, bonjour. C'est quand même embêtant. Et est-ce que vous pensez que c'est des types de choses que les Africains acceptent facilement, eux qui sont enclins à s'embrasser avec des salutations chaleureuses? Oui, je pense que c'est une question, ce qu'on appelle les questions importantes, mais qu'on n'appréhende pas suffisamment à raison de l'urgence. Or, ces questions, aujourd'hui, il y a un processus de déstructuration sociale avancé dans les pays africains. Entre communautés, dans les familles. En Guinée, on a vu des gens, au fil de l'épidémie, enfermer les membres de leur propre famille dans des chambres pour se protéger. Parce que de la déstructuration, il y a la désocialisation, oui, c'est-à-dire, si vous voyez votre frère qui est malade, vous ne voulez même plus lui rendre visite. J'en arrivais, on a vu même des frères, des personnes qui sont revenues dans leur village et qui ont été chassées par les villageois. Des corps décès pour être enterrés dans le village, les villageois ont rejeté les... Donc, on est à la fois dans des processus de désocialisation dans les familles, entre communautés, parce qu'on a vu des villages entiers se déplacer parce que quelqu'un qui était malade d'Ebola est revenu, même guéri, c'est de la stigmatisation. Les amplifications, on ne se saluait plus. Il y a plein de caricatures sur Internet. C'est comme on disait maintenant, on est devenus des Chinois. Parce qu'on se salue avec on ne se donne pas la main. Japonais. Même les rituels religieux ont été affectés à dans les églises même. En Côte d'Ivoire, on ne se donne plus la main, etc. Ces transformations sociales, elles sont importantes et elles vont être importantes à gérer demain en raison des espaces de solidarité entre différents pays. Mais aujourd'hui, regardez comment chaque pays est en train aussi de prendre ses précautions, ce qui est tout à fait normal, mais ça remet en cause la tradition sociale entre les différents pays, tout sachant que les frontières, elles sont superficielles, elles ont quelquefois traversé des villages entiers en mettant d'un côté et de l'autre des personnes qui sont pourtant apparentées. Merci. Ces processus-là de désocialisation sont réels et vont être dans la situation post-urgence, vont se poser en Afrique. Et on espère que ça ne posera pas d'autres conflits. Parce qu'il va falloir après, même si Ebola passe, se réhabituer, voilà, à revenir aux anciennes habitudes. C'est la question de l'éthique de la confiance qu'on est en train de perdre, et même dans les services de santé, parce qu'aujourd'hui, eux, ils ont perdu de 10 millions journaliers à 2 millions, parce que les gens ont désaffecté les services de santé. Mais ça pose aussi d'autres problèmes du choix. Est-ce que docteur, juste en quelques mots. Pourquoi on a mis les centres de traitement dans des hôpitaux de référence? Je ne parle pas du cas du Sénégal, mais en Guinée, quand vous allez à l'hôpital Donka, on a mis le centre. MSF a mis le centre au milieu de l'hôpital. Et tous les malades et les gens ont fui l'hôpital. D'accord. En quelques mots, docteur, pour aller dans la suite de ce que disait le professeur évoqué tout à l'heure, comment votre famille vous a accueilli quand vous avez fini de prendre soin avec vos collègues, bien sûr, de ce malade? Est-ce qu'il y a une stigmatisation? Est-ce que vous avez senti que le regard de vos proches a changé? Bon, moi, personnellement, en tout cas,
pour dire vrai, ma famille ne m'a pas stigmatisé. Mais il faut noter que notre service a été stigmatisé par la communauté, mais également même par des collègues médecins. Et l'hôpital Fann même a été stigmatisé. J'ai une voisine qui m'a dit qu'en allant en ville, elle passait devant l'hôpital, mais après, elle a contourné finalement pour passer de l'autre côté. En fait, effectivement, ça se passe, la population n'avait pas très bien compris. Mais j'avoue que quand même, il y a une stigmatisation dans Ebola, stigmatisation pour les malades, mais surtout nous, on a été stigmatisés. Je me rappelle une fois, je suis allé à la mosquée pour prier. Effectivement, moi, je n'étais pas une personne comptable parce que je me protégeais. Mais un de mes collègues m'a dit, mais pourquoi tu ne dois pas venir à la mosquée? Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Effectivement, des fois, on les comprend, mais des fois, ça fait un peu mal, mais des fois, on comprend. Et d'ailleurs, même comme il l'a dit, par exemple, un malade, quand il y a eu cette épidémie, nous, on se disait que les malades vont mourir d'autres choses parce qu'ils n'ont pas été bien pris en charge. Peut-être du fait de la stigmatisation ou bien également du fait de la peur que les gens sont. Nous, on avait même, pour les autres patients, on demandait même un avis dans un autre service, mais ils refusaient de venir parce qu'ils disaient qu'il y a un cas d'Ebola. Donc, c'est pour vous dire que ça a beaucoup de conséquences quand même. D'accord. Merci. Merci. Je vous rappelle que vous êtes réunis ici pour ce débat dont le thème est qu'avons-nous appris sur les maladies zoonotiques. Et nous allons aborder maintenant la question relative aux considérations scientifiques. La science est au devant de la santé parce que la science, c'est le développement, la science, c'est la santé, comme je le disais. Et je voudrais qu'on parle avec vous peut-être, docteur Diaye, de la mutation de ce virus Ebola. On parlait tout à l'heure des virus qui mutent beaucoup, je crois, c'est bien ça l'expression, et des maladies qui n'auront jamais de vaccin. Alors, est-ce qu'il y a des formes de mutation du virus Ebola? Merci beaucoup. Donc, par rapport à cette question, vous savez que les populations virales, les individus, notamment les virus, sont particuliers à cause de leur manière de vivre, de leur manière d'être, de leur manière de se comporter, à tel point que la médecine a énormément de difficultés par rapport à cerner pratiquement ou à guérir les maladies virales, parce que les virus se multiplient des milliers et des millions de fois par jour. Et à travers ces multiplications, il peut y avoir d'autres virus ou d'autres mutations qui peuvent avoir lieu et qui peuvent générer des virus encore plus virulents. Il n'est pas exclu que le virus Ebola soit venu d'autres virus, mais néanmoins déjà, il y a cinq pratiquement souches, cinq types qui sont là, qui peuvent infecter, peut-être qui n'ont pas la même virulence, et qui fait qu'ils sont extrêmement compliqués. C'est ça qui fait la difficulté pratiquement. Donc les virus, c'est des populations assez particulières. Et même aujourd'hui, le virus Zaïre, pratiquement Ebola Zaïre qui fait l'épidémie, qui est la souche la plus en fait létale, la plus virulente par rapport à ça, il n'est pas exclu que si on mettait aujourd'hui au point un vaccin contre ce virus-là, est-ce que d'autres souches ne vont pas revenir? C'est possible, c'est toujours comme ça le monde des virus. On attaque un type de virus, mais ils ont également un génie extrêmement important. N'oubliez pas qu'ils ont un génie également de se protéger. Mais aussi, les médicaments et les vaccins. Oui, bien sûr, eux aussi, c'est ça. C'est une bataille entre la maladie et les vaccins. C'est comme ça. D'accord. On va, permission, prendre le docteur Xavier Crespin, qui est le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, qui est en ligne de Cotonou, mais je rappelle que l'organisation est basée à Bobo-Dioulasso, c'est la deuxième ville du Burkina Faso. Bonsoir, docteur Crespin. Allô, docteur Crespin, vous nous entendez? Est-ce que Xavier Crespin nous entend pour le moment? Pas encore, peut-être. Il nous entend. Bonsoir, Xavier Crespin. Allô, docteur, vous m'entendez? Alors, dites-moi, Xavier Crespin, on a évoqué aussi, ici tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, la discrétion, on va dire, des organisations sous-régionales et même africaines dans la lutte contre Ebola. On n'a pas beaucoup senti cette mobilisation. Alors, qu'a fait votre organisation pour lutter contre ce virus? Merci déjà de m'associer à cette émission, parce que c'est très important qu'on puisse partager. Effectivement, on attend par-ci par-là que les organisations régionales ou sous-régionales
ne font pas beaucoup. Bien, bon, c'est plutôt, je pense que peut-être que nous n'avons pas suffisamment communiqué. Mais sinon, je dois dire que dès le tout début, un des premiers cas qui ont été signalés en Guinée, l'Organisation ouest-africaine de la santé, la CEDEAO, en tout cas, nous avons très rapidement partagé cette information avec les 15 ministres de la santé publique des pays membres de l'espace CEDEAO. Et des stratégies avaient été à l'époque privilégiées comme les plaidoyers, la mobilisation des ressources, la communication, la mobilisation sociale et communautaire, le renforcement des capacités des pays et les questions relatives à la coordination et le suivi. Et très rapidement, la CEDEAO, à travers l'OAS, a développé des fonds pour venir en aide à la Guinée et au Libéria et à la Sierra Leone pour renforcer les capacités de surveillance épidémiologique et de riposte. Et après, il y a eu une rencontre spécialement dédiée, en tout cas au niveau des ministres de la Santé, pour faire le point. Et c'est suite à cette réunion que les chefs d'État et le gouvernement de la CEDEAO, lors de leur 45e sommet tenu à Accra, ont lancé un appel à la mobilisation générale. Et c'est ainsi qu'un fonds régional a été mis en place avec des contributions des États. Et un appel a été lancé aux partenaires clés. Donc, une grande partie de ces actions ont permis de mobiliser des ressources pour les pays et attirer l'attention de la communauté internationale sur ces pays et apporter l'aide qu'il faut. Je pense que en gros, si je peux résumer, c'est que l'OAS et la CEDEAO ont permis d'obtenir des résultats au niveau de la région, mais dans certains pays. On peut parler de tous ces organes et ces mécanismes fonctionnels de coordination multisectorielle qu'on a mis en place dans les pays avec l'implication des autorités à un très haut niveau. Nous avons également appuyé l'élaboration des plans nationaux de lutte dans les différents pays. Il y a eu, comme je l'ai dit tantôt, une contribution significative des États au financement des plans nationaux dans les 3 pays les plus affectés. Le renforcement de la surveillance épidémiologique et il y a eu le renforcement des capacités. Dans certains pays, nous avons appuyé les pays à former l'ensemble du personnel de la santé. Donc, je voudrais vous dire que beaucoup d'activités ont été réalisées. Peut-être qu'il a manqué un peu de communication au niveau de certains médias ou de certaines presses. Sinon, on ne peut pas dire que la CEDEAO n'est pas suffisamment mobilisée. D'accord. Donc, on comprend, vous dites, docteur Xavier Crespin, qu'à travers votre organisation, la CEDEAO s'est mobilisée. Mais aujourd'hui, il y a des inquiétudes sur la possibilité que l'épidémie Ebola se transforme en pandémie. Est-ce que c'est une inquiétude qui est fondée? Pardon, je n'entends pas bien. Vous pouvez répéter la question? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que l'épidémie Ebola devienne une pandémie? Aujourd'hui, on parle d'épidémie d'Ebola. Est-ce qu'il y a des risques que dans les semaines qui viennent ou dans les mois à venir, on assiste à une pandémie? Bon, il faut être optimiste. Je pense que déjà, vous avez vu que dans 2 pays de la sous-région, le Nigeria et le Sénégal, qui ont enregistré des cas, on a mis fin à l'épidémie. Ça veut dire que dans les pays africains, si le système de santé est un peu développé, nous pouvons prendre en charge les cas. Donc moi, je ne suis pas pessimiste à ce point-là. Je pense qu'il y a des cas dans certains pays. Il y a eu des difficultés au départ, le système de santé étant fragile. La connaissance est limitée sur cette maladie qui est nouvelle pour beaucoup des agents de santé. Et il y avait une faiblesse de l'assistance financière dans ces pays et des ressources humaines qui ont manqué. Ce qui a fait que peut-être également il y a des questions de communication communautaire qui ont fait que la maladie peut vite propager dans certains. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait un risque de propagation sur l'ensemble de la région. Nous sommes déjà en train de voir une tendance parfois à la stagnation, sinon même à la baisse de certains, en tout cas de nouveaux cas dans certains pays comme le Nigeria actuellement. Merci. Et je le répète encore, les gens ne font pas beaucoup mention au cas de ces réussites. Le Sénégal est un exemple frappant de réussite. Il a fallu qu'un cas arrive là-bas, mais avec l'organisation qui a été mise en place, tous les dispositifs qui étaient en place, on a pu prendre en charge correctement les cas et
le cas s'est répété également au Nigeria. Donc moi, je reste optimiste quant aux capacités des États africains, avec l'appui de tous les partenaires, à juguler cette épidémie dans des semaines, voire les mois à venir. Merci beaucoup, Dr Xavier Crespin, d'avoir accepté de participer à ce débat en direct de Cotonou. Je rappelle que le Dr Xavier Crespin est directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, organisation sous-régionale ouest-africaine basée à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Nous allons dans quelques instants, il nous reste à peu près un quart d'heure pour clore cet échange. Je voudrais signaler que dans quelques minutes, Monsieur Isaac Massaga va nous quitter, il va s'excuser. Donc, est-ce que vous avez peut-être un mot de fin avant de partir en direction des populations aujourd'hui inquiètes et qui ont suivi, j'imagine avec attention, le débat qui est en cours? Merci. Je crois que, comme le disait le professeur Faye, la stigmatisation a été et continue d'être un des problèmes de cette crise d'Ebola. Et je dirais que c'est à peu près un peu normal parce que cette crise Ebola, en réalité, cette épidémie Ebola, d'abord, elle est sans précédent en Afrique de l'Ouest. C'était déjà ailleurs, mais en Afrique de l'Ouest, c'était sans précédent. Et surtout parce que Ebola a une capacité foudroyante. Alors, comme les épidémies en général, les gens ont très peur, mais alors Ebola, c'est encore l'épidémie qui soulève des peurs auprès des populations. Et je pense que cette peur-là, elle est légitime. Pas seulement des populations, même des États qui décident de fermer les frontières. Quand on voit les contrôles de température qui se font à l'aéroport, on se dit quand même que oui, voilà, même les États ne sont pas très rassurés. Voilà. Donc, à cause de la dimension foudroyante de cette épidémie, cette stigmatisation est un problème. Et je crois qu'aujourd'hui, les efforts doivent être dirigés non pas vers les discussions de ce genre, mais vraiment vers tout ce qui est à la fois prévention. Je vais peut-être renforcer ce terme-là parce que il y a des efforts qui sont faits en matière de prise en charge, même si ces efforts sont absolument insuffisants. Mais il n'y a pas vraiment d'effort au niveau de la prévention, surtout au niveau de la préparation. Je parle de préparation parce que, et je parle sous le contrôle de ceux qui ont déjà eu à faire la prise en charge Ebola, il faut beaucoup de moyens pour prendre une charge. C'est différent de la prévention où il y a des actions de promotion de l'hygiène, des actions de sensibilisation humain, énormément de moyens matériels, financiers, en termes d'équipement qu'il faut mettre en place. Et pour cela, il faut vraiment être préparé. Préparé, pas seulement parce qu'on pense qu'aujourd'hui l'épidémie est derrière nous, mais peut-être parce que l'épidémie est peut-être encore devant nous pour quelques mois et que autour du Sénégal, autour de la Gambie, autour de la Guinée-Bissau, il y a des pays qui continuent d'avoir des difficultés. Et justement, si en tant qu'organisation humanitaire, en un mot, si vous avez un seul appel, si vous aviez un seul appel à lancer tant aux populations qu'à la communauté internationale, ce sera lequel? Je crois que ce serait de renforcer le niveau d'intervention, le niveau d'investissement dans la prise en charge de cette épidémie, à la fois au niveau de la prévention, mais aussi au niveau de la prise en charge directe. D'accord. Et j'aurais bien voulu vous libérer, mais il y a un étudiant qui me fait signe qu'il a absolument une question à vous poser. J'espère qu'elle est rapide. Oui, avant qu'il ne parte. Donc, est-ce qu'il existe... Oui, est-ce qu'il existe un cadre de concertation de l'action humanitaire? D'autant plus qu'on sait que, bon, quel serait le rôle aussi de Oxfam dans ce cadre-là? D'autant plus qu'on sait que, par exemple, si on prend l'exemple de MSF, c'est des médecins, on peut dire. Croix-Rouge, secouristes. Donc, que serait le rôle de Oxfam dans tout ça? Merci. Les ONG et le système des Nations Unies ont mis en place ce qu'on appelle, en anglais, ça s'appelle les clusters. C'est simplement des groupes thématiques de coordination. Il y en a un pour la santé, il y en a un pour la sécurité alimentaire, un pour l'eau et l'assainissement, un pour la nutrition, pour la logistique, etc. C'est des cadres de concertation dans lesquels les organisations humanitaires essaient d'évaluer la situation, essaient de définir quelles sont les priorités, essaient de définir des plans en coordination avec les États qui sont
concernés. Et c'est aussi dans ces clusters, pour prendre le cas de Oxfam, Oxfam, par exemple, en Sierra Leone, est dans le cluster eau, hygiène, assainissement, parce que c'est aussi un peu la compétence de Oxfam, mais c'est aussi au niveau du Sénégal, nous appartenons aussi à ce cluster-là, eau, hygiène, assainissement. Et ce que nous faisons, c'est peut-être le rappeler encore que dans la prise en charge Ebola, il n'y a pas que la dimension médicale, il y a aussi la dimension apport en eau, apport en assainissement, apport surtout en promotion de l'hygiène. Et c'est ce que les ONG font en appui de ce que font déjà les gouvernements. Le gouvernement sénégalais, à travers le SNEPS, qui est le Service national pour l'éducation et la promotion de la santé, a mis en place un plan de campagne, un plan de communication. Et ce plan de communication-là, nous essayons aussi, nous, de nous inscrire et d'appuyer ce plan de communication. Merci beaucoup, Doxam. Vous êtes en charge des questions d'action humanitaire, d'avoir participé à ce débat. Et nous allons continuer avec les autres intervenants en parlant très brièvement, peut-être en 5-6 minutes, un tour de table rapide sur les maladies zoonotiques, parce que Ebola en est une. Il faut dire que il s'agit en gros des maladies qui se transmettent des animaux à l'homme. Pour être quitte avec notre public, je voudrais peut-être vous demander, vous, docteur Dayaka, ou peut-être le docteur Ndiaye, je ne sais pas qui est le mieux adapté pour répondre à la question. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que les maladies zoonotiques? Même si on sait que ce sont les maladies qui se transmettent des hommes aux animaux, des animaux aux hommes, voilà. Oui, merci pour votre question. Les zoonoses, donc, ce sont des maladies, ce sont des affections qui se transmettent des animaux, qui sont transmises des hommes à partir des animaux. C'est les zoonoses, c'est donc des maladies touchant les deux types de population, notamment. Donc, c'est le cas, par exemple, de Ebola, qui est une maladie transmise normalement à partir, d'après l'hypothèse la plus vraisemblable, de certains types d'animaux, comme par exemple les primates sauvages, comme les chimpanzés, les gorilles, les singes, les gorilles, etc., certains antilopes. Mais il y a également d'autres affections, comme la fièvre de la vallée du Rift. Il y a également, comme le Crimée-Congo, n'est-ce pas, etc. Donc, tout ça, le chikungunya, tout ça, c'est des... Et le virus Marburg qui a sévi à un moment donné en Ouganda. Marburg, c'est pratiquement, c'est la même chose que pratiquement Ebola. Ce sont des maladies hémorragiques, hein, notamment le Marburg. Qui tue aussi vite que... Le Marburg, le Lassa, etc. Voilà. Donc, ce sont des maladies qui posent problème. Pourquoi? Parce qu'elles passent des animaux aux humains et malheureusement, ce sont des... Par exemple, si je prends la fièvre de la vallée du Rift, c'est une maladie qui touche les bovins, les ovins, notamment les moutons ou les chèvres. La fièvre, le Crimée-Congo, la maladie du Crimée-Congo touche également les mêmes maladies. Donc, il est arrivé une fois où la maladie est apparue, notamment dans le pays voisin, à la veille de la Tabaski, pratiquement, pendant que les gens préparaient la Tabaski. Nous, on était au courant de cette affection et ça pouvait toucher les animaux. Et donc, si c'était Ebola, qu'est-ce que ça pouvait être? Alors, donc, c'est des maladies qui posent problème parce qu'elles touchent les deux types de population. Et vous savez qu'on consomme énormément de la viande, par exemple, que ce soit la viande de mouton, de chèvre, de bovin, etc., de chameau même, etc. De la bonne dibi, quoi. Voilà, donc, voilà, donc elle pose des problèmes. Voilà. Docteur Dayaka, on va dire que ces maladies zoonotiques sont un risque pour les populations alors, et pour l'humanité. Oui, tout à fait. Hein, comme l'a si bien dit Dr Ndiaye, hein, donc les zoonoses ou maladies zoonotiques, retenez que c'est la même chose. Hein, et vous verrez même dans certains bouquins, on parle d'anthropozoonose. Ça veut dire une maladie qui touche aussi bien l'homme et aussi bien l'animal. Mais les vétérinaires, considérant que l'homme est un animal, donc maintenant on parle de zoonose. Hein, donc maladies zoonoses. Effectivement, comme il l'a dit, ce sont des affections qui se transmettent de l'animal à l'homme. Mais effectivement, vice-versa, c'est possible. Et soit de manière directe ou de manière indirecte. Et vous verrez que certaines zoonoses vont se transmettre de l'animal à l'homme par l'intermédiaire de moustiques, en tout cas des insectes, que ce soit le moustique, que ce soit le... Est-ce que le paludisme, par exemple, c'est une maladie zoonotique? Le paludisme, ce n'est pas une zoonose. Mais par contre, la fièvre jaune, c'est une zoonose. Hein, parce que ça touche les animaux, parce qu'il y a ce qu'on appelle le cycle sylvatique. Et à partir de là, le moustique qui est responsable peut également transmettre ça à l'homme. Donc, il n'y a pas que des virus, hein, il y a également d'autres bactéries
qui peuvent être responsables de zoonoses. Je donne l'exemple de leptospirose, également ce sont des zoonoses. La rage, c'est une zoonose, donc c'est une maladie. Parce que c'est le chien mais le chien va le transmettre à l'homme en le mordant. Donc c'est une transmission directe. Mais quelle est l'ampleur finalement de ces maladies zoonotiques sur l'homme? Est-ce que on parle d'Ebola justement qui a déjà fait plus de 5000 morts aujourd'hui, mais est-ce que les maladies zoonotiques, l'ampleur est vraiment si importante? Oui, si, bien sûr, il n'y a pas que Ebola. Vous vous rappelez du SRAS, vous vous rappelez de la grippe aviaire, donc, qui touchait les volailles. Également, des cas ont été retrouvés chez les humains. Donc ça pose problème. Mais effectivement, il y en a certains qui sont négligés. J'ai pas l'exemple de la rage. D'ASM, ça fait partie de l'ordre de maladie négligée, la rage. Mais effectivement, parce que nous, je suis dans un service de référence pour la rage, mais jusqu'à présent, effectivement, c'est pas. Au moins, chaque année, on a 5 cas de rage, ce qui est regrettable. Avoir un cas de rage, c'est déjà regrettable parce que c'est mortel. Une rage, quand elle est déclarée, elle tue, donc elle est mortelle. Donc, c'est pour vous dire que ça pose. Mais il y a un vaccin quand même. Il y a un vaccin, heureusement, pour la rage. C'est pas comme Ebola. Donc, il y a un vaccin. Donc, je pense que c'est Ebola qui est venu mettre à nu tout ça. Mais c'est avec les zoonoses ont toujours existé, ils sont là. Et d'ailleurs, ils font partie de ce qu'on appelle les affections émergentes et réémergentes. Et Ebola, je pense qu'on constitue l'une des plus graves. Et il faut noter qu'Ebola, c'est le cousin de Marburg. Hein, donc, c'est tous des filovirus et qui ont presque la même symptomatologie. Donc, on peut retrouver chez les animaux et chez les hommes. Docteur Ndiaye, comment peut-on se prémunir aujourd'hui pour terminer comment les éviter? Elle ne dispose pas de vaccin. Hein? C'est ça le problème. La maladie le vaccin, n'est-ce pas? C'est ça le grand problème, ces maladies. Et il a même dit que c'est des maladies, certaines même qu'on appelle les maladies tropicales négligées. On dit négligées actuellement. Parce que le progrès de la médecine. Quand certaines maladies disparaissent, on voit que d'autres qui étaient là vont quand même apparaître. Il y a quand même un paradoxe dans l'humanité ou dans la vie humaine, hein, n'est-ce pas? On prend en charge certaines affections, les affections cardiovasculaires, on prend en charge certaines maladies, on les éradique, mais d'autres prennent le dessus et commencent à apparaître. Mais en fait, un des moyens de les prévenir, c'est quand même s'il y a la vaccination, c'est tant mieux, sinon au moins par la sensibilisation et la surveillance. Par exemple, c'est des maladies, par exemple, puisqu'elles apparaissent chez les animaux, il faudra peut-être que la surveillance, qu'il y ait une collaboration entre les différents types de médecine. Dès qu'on sent qu'il y a une maladie qui apparaît chez ces animaux et c'est des animaux qui sont consommés, que la surveillance à partir des vétérinaires ou bien des services d'élevage, qu'on puisse le signaler à la médecine. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vétérinaires dans nos pays africains. Donc, les gens pensent que c'est d'ailleurs un luxe que d'amener son chien ou son chat chez un vétérinaire. On dit que c'est les affaires de blanc. Voilà, il faudra donc une espèce de collaboration entre les deux types de médecine pour pouvoir éviter. Donc, il faudra sensibiliser. Si on élève des chiens, il faut les vacciner. Si on a des animaux également, il faut que ces animaux soient soignés. Donc, c'est un problème de prévention à travers la vaccination, mais également la sensibilisation autour de choses, bien cuire la viande, et ainsi de suite, etc. Par rapport à la grippe également, tout ça, c'est donc la sensibilisation. La prévention, donc, c'est hormis la vaccination pour certains qui en disposent, c'est pratiquement autour de la sensibilisation, autour de tout ce qui est consommation de ces viandes, en faisant cuire ces viandes. Les virus, ils ont la particularité quand même, Dieu fait bien les choses, d'être quand même sensible à certaines choses. Comme le virus même Ebola dont on parle. Le virus Ebola ne survit pas comme ça dans l'atmosphère. Il ne peut pas survivre ici dans cette salle. Avec l'eau, le javel, il ne survit même pas dans l'eau. Il ne survit même pas dans l'eau parce que ce n'est pas un milieu adéquat pour lui. Je ne voudrais pas qu'on termine cette tranche sans donner la parole au docteur Landry, au docteur Sylvain Faye, professeur Sylvain Faye. Là encore, on voit que dans la prévention des maladies zoonotiques, il faut peut-être l'expérience ou l'expertise des anthropologues. Parce que je disais tout à l'heure, quand on parle de la rage ou bien d'amener son chien ou son chat, chien vétérinaire, bon, c'est pas dans les habitudes des Africains. Donc du coup, peut-être il faut encore qu'il y ait l'intervention des anthropologues pour expliquer aux populations, aux communautés, la nécessité de faire vacciner son chien, son chat et ses animaux.
Oui, je pense que c'est tout à fait vrai. L'importance des sciences sociales dans ce domaine, de manière contributive. Quand on parle de maladies, de toutes ces zoonoses, on parle aussi des comportements des humains. Ce sont les individus qui acceptent les médicaments qu'on leur propose, qui acceptent ou non les mesures préventives qu'on leur propose, qui ont des croyances, qui ont un ensemble d'attitudes. Et de ce point de vue, la contribution des sciences sociales est essentielle. Elle est fondamentale, elle est contributive. Donc, cette participation. Sur les zoonoses, il y a des travaux en cours qui montrent qu'il faut qu'on essaie aussi d'accompagner les grandes exploitations qui ont rapproché les animaux des hommes à travers l'exploitation minière, etc. C'est le rapport que nous avons à l'environnement pour rappeler que ça aussi, en rapprochant l'humain du réservoir naturel de Ebola, on a été quelque part aussi responsable de ce qui est en train de se passer. On ne dit pas que c'est la cause première. Donc, on revient à l'idée que, finalement, quand on parle de tout ça, il y a ces dimensions qui sont fondamentales, médicales, mais ce sont les hommes qui acceptent ce qu'on leur propose. Ce sont les hommes qui délibèrent pour des raisons assez particulières. Et de ce point de vue, c'est pourquoi dans la prévention, il est utile que les anthropologues accompagnent les sociologues pour que nous puissions responsabiliser les communautés. Peut-être à travers leurs leaders locaux, les chefs traditionnels, leurs relais, les leaders coutumiers, les responsables coutumiers. Dans les zones en Guinée où l'épidémie a été maîtrisée, à Télimélé, où il n'y a pas eu de nouveaux cas, à Guékédou, où on n'a plus eu les violences communautaires, etc., c'est parce que les anthropologues ont été au devant de la riposte et ont impliqué ceux qu'on va appeler les leaders locaux, les chefferies locales, dans la sensibilisation, ou bien les communautés ethniques, parce que c'est une question fondamentale. En Guinée, on sait très bien qu'à Guékédou, on a les Kissiens, qui ne sont pas forcément les Thomas et les Guerzé du côté de Macenta, Zérékoré, etc. Et en travaillant avec les chefferies locales, avec les communautés ethniques, en réalité, les communautés se sont prises en charge elles-mêmes dans la sensibilisation pour comprendre, pour accepter les produits qu'on leur propose. Donc, ce que je pourrais dire en dernier lieu, c'est que cette épidémie et d'autres, c'est la responsabilisation communautaire à travers des acteurs locaux qui ne sont pas parachutés et qui ne sont pas dans ce qu'on appelle en Guinée la mamaya politique. Merci beaucoup. Qui permettront de régler les questions de cette épidémie. Merci beaucoup. C'était une belle conclusion sur ce débat. Bientôt 2 heures que nous sommes ensemble, encore 2 minutes. Et merci à vous tous d'avoir participé à ce débat et merci à vous, professeur Faye, anthropologue et chef du département sociologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci, docteur Dayeka, infectiologue à l'hôpital de Fann à Dakar. Merci également à vous, docteur El Hadj Mamadou Diagne, directeur prévention au ministère sénégalais de la Santé. Je rappelle qu'il y avait également avec nous dans ce débat un représentant de Oxfam, Isaac Massaga, qui s'occupe des questions actions humanitaires, ainsi que le docteur Xavier Crespin, qui est le directeur général de l'OAS. C'est l'Organisation ouest-africaine de la santé basée à Bobo Dioulasso. Nous n'avons pas pu, malgré toutes nos tentatives, Hamzat, d'avoir le ministre guinéen de la Santé qui était annoncé en début d'émission. Nos excuses et nous espérons qu'on a pu contribuer grâce à l'ONG britannique CDFNet, Science Development Network, de contribuer à faire évoluer et ce débat sur Ebola, de contribuer à notre manière aussi à la sensibilisation et nous espérons vivement qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez changer vos comportements, adopter la prévention, comme nous l'a recommandé l'un des intervenants et comme nous l'ont recommandé tous ceux qui ont partagé avec nous leurs expériences et leurs connaissances sur cette épidémie. Merci, au revoir.